Donc l'idée c'était de prendre juste une douche et basta et d'avoir fait sa récup. On est une très très jeune marque puisque ça fait même pas un an qu'on distribue maintenant nos produits et on est parti effectivement avec un monoproduit il y a 10 mois qu'on a mis sur le marché qui était effectivement le premier gel douche aux vertus anti-courbatures. On savait aussi que c'est important de se différencier sur le marché actuel parce que il est quand même très compliqué et on se disait en fait ce qui serait top ce serait de pas contraindre les gens à faire une étape supplémentaire dans leur routine pour justement améliorer leur récup, mais d'intégrer ça dans leur routine qui est déjà en place. Je dirais que la stratégie, c'est de répondre à tous les besoins du sportif, qu'ils soient nutritionnels ou de récupération, parce que comme on l'a dit avant, on parlait d'électrolytes, on parle donc d'hydratation, on parlait de nutrition et on parlait de gel, etc., de récupération, tout ça c'est lié. Il y a une question aussi de perdurer pour un athlète, parce que performer, c'est une chose, mais déjà, je veux dire, si tu veux performer, il faut déjà prendre soin de toi. Et si échouer était un art? Je m'appelle Clément Socky et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de sportifs, entrepreneurs et artistes qui vont transformer leur crise en opportunité pour vous apprendre à maîtriser cet art. Juste avant de commencer l'épisode, merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Crisis. Mais 80% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés. Si c'est ton cas, clique sur s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant des nouveaux épisodes, mais pour nous ça change tout, parce que plus on est nombreux, plus les invités acceptent et plus on peut avoir des invités de qualité comme aujourd'hui. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Bon épisode. Romain et Fanny, bienvenue sur Crisis. Comment vous allez? Ça va, merci de nous accueillir, c'est top. la synchro parfaite. Vous êtes le deuxième épisode que je fais avec deux invités, encore une fois cofondateurs ensemble d'un beau projet, donc c'est très cool. Je précise pour ceux qui nous écoutent parce que c'est rare d'avoir deux personnes derrière le micro en même temps. Donc, mais merci de prendre le temps de passer derrière le micro et de nous partager votre parcours et vos enseignements. Merci à toi de nous inviter. Plaisir et merci à toi, effectivement. Parfait. J'aime bien commencer en général l'épisode en demandant aux invités de se présenter, mais juste avant, je fais souvent un petit résumé de ce dont on va parler. On en a parlé un petit peu juste avant, mais on va revenir sur votre parcours sportif parce que vous avez un beau record de ce que j'ai pu voir avant de faire la transition sur l'entrepreneuriat, parce que c'est ce pourquoi vous êtes connu aujourd'hui et pourquoi vous êtes là, et on parlera un peu aussi en détail de la spécificité, on va dire, de votre marché avec le produit, vu que pour ceux qui nous écoutent, vous avez été notamment connu pour le gel contre les courbatures, si je dis pas de bêtises, mais vous avez aussi d'autres produits, donc pour commencer, justement, alors je sais pas qui veut prendre la main en premier, Romain ou Fanny, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, moi, je m'appelle Fanny Simon, j'ai 42 ans et je suis donc cofondatrice de la marque Black Belt avec Romain, qui est une marque de compléments de récupération et de nutrition pour sportifs. Voilà, je te laisse te présenter. Et donc moi, Romain Spielmann, effectivement, 40 ans, et pareil, cofondateur de la même marque, du coup. Et donc, on est basé sur Strasbourg. On est une très très jeune marque puisque ça fait même pas un an qu'on distribue maintenant nos produits. Et on est parti effectivement avec un monoproduit il y a 10 mois qu'on a mis sur le marché, qui était effectivement le premier gel douche aux vertus anti-courbatures, gain sur la fatigue musculaire, enfin de quoi faire une vraie récup, mais le temps d'une douche. Pensez avant tout pour des sportifs qu'on a pu encadrer dans les sports de combat au départ, même si le produit a été acheté massivement par des sports d'endurance, pas que, mais principalement par les sports d'endurance, c'est les premiers qui se sont jetés dessus. Et effectivement, du coup, l'idée c'était de faire une vraie récup pour notamment tous ceux qui négligeaient leur récup parce que pas envie de passer des crèmes, pas envie de faire des pistolets de massage, pas envie de faire des bains froids, pas envie. Tu le fais une fois et puis après, t'as plus envie de le faire. Voilà. Ou alors la bonne résolution, tu vas le faire 2 fois et après tu le fais plus. Donc l'idée c'était de prendre juste une douche et basta et d'avoir fait sa récup. Donc c'était le premier produit. On est passé aujourd'hui à 16 produits en 10 mois. Là, on a encore des fiches techniques juste sur notre côté gauche avec des nouveaux produits voilà, qui ont été validés encore hier. Donc ça part en prod, donc on va être très rapidement à 20, puis 25, etc. Donc ça se développe. Ok, très cool. J'ai une question qui me vient tout de suite en tête parce que quand on s'est rencontrés, c'était sur un salon, enfin c'était pas un salon, c'était à une ligne d'arrivée d'un marathon. Je sais que les sportifs d'endurance, c'est une grosse partie chez vous. Alors on avance un peu dans l'épisode, on reviendra sur votre parcours sportif après, mais d'où vient le nom Black Belt justement, parce que
de ce que vous m'avez dit, c'est une question qui revient aussi souvent Alors par rapport au running. pour le coup, donc tu vois, on Du coup, refait le lien. c'est notre origine, puisque Black Belt, ça veut dire ceinture noire. Et en fait, on est plusieurs fois ceinture noire de différentes disciplines, parce qu'on a été longtemps enseignant notamment de taekwondo, donc un art martial coréen. On a aussi été enseignant de hapkido, qui est un autre art martial affilié à la fédération de Qui est taekwondo. pas de l'aïkido, parce Voilà, que c'est les pas gens la même connaissent chose. souvent l'aïkido qui est japonais, c'est pas du tout ça. Et voilà, et puis après, on a fait longtemps de la boxe Boxe française. française, on a été moniteur de Self-défense, self-défense aussi, voilà. on a fait beaucoup de choses. Après, on a aussi fait des encadrements plus fitness, comme on parlait de taekwondo, forcément on est dérivé dans le body taekwondo pour un autre public, etc. Bref, on a vécu des arts martiaux, sports de combat, et je dirais qu'en plus, voilà, on a fondé un des plus gros clubs de France en taekwondo. J'ai été président moi-même du comité départemental du Bas-Rhin de taekwondo pendant 2 mandats. Fanny en était la secrétaire, donc on a organisé Les compétitions. les formations, les arbitres, les ceintures, enfin tout ce qui se passait dans le Bas-Rhin. Et voilà, donc on était dans le taekwondo jusqu'au cou, mais dans pas mal d'autres arts martiaux aussi, et principalement du pied-point. Et en fait, pour nous, Black Belt, ça a des valeurs en fait qui peuvent en fait être reprises par tous les sportifs, et c'est comme ça qu'est née l'idée en fait du nom de notre marque, parce qu'à la fois ça nous représentait notre histoire, mais également pour nous la ceinture noire, c'est de la persévérance, du dépassement de soi, de l'exigence, il y a beaucoup de travail, la résilience, et en fait on estimait que chaque sportif en fait pouvait se retrouver dans ces valeurs-là, et du coup c'est comme ça qu'on s'est dit que c'était le nom qu'il nous fallait pour notre marque. L'idée en rejoignant les sportifs Black Belt, c'est effectivement d'être une communauté de gens qui se dépassent, et pour nous en fait une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui n'a jamais abandonné et qui a toujours persévéré. Donc en fait c'est une question d'investissement personnel, et ça tu peux l'avoir dans tous les sports, et quelque part que tu fasses du triathlon, de la boxe, n'importe quel sport, tu as ces valeurs-là à partir du moment où tu t'arraches et où tu te dépasses. C'est pas forcément toujours une question de niveau, je veux dire, c'est pas parce que tu joues en Ligue 1 ou en national ou en départemental ou peu importe ton niveau. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est par rapport à toi, c'est ton propre combat. Et la voie des arts martiaux, c'est clairement ça. C'est d'abord un travail sur soi et un développement personnel. Et donc, c'est ce qu'on a voulu aussi retranscrire dans la marque et fédérer des gens qui ont cette mentalité-là par rapport à eux, et se perfectionner, se persévérer. Nous, on est très perfectionniste, faut le savoir. Et donc, effectivement. Et du coup, ça se retrouve aussi dans notre conception des produits qu'on va développer, sur les formulations, parce que on veut toujours faire le mieux possible. Très exigeant. Ouais. Très exigeant là-dessus, donc c'est des valeurs qui sont importantes pour nous en fait. Ok. Mais pour autant cool, c'est pas non plus psychorigide. Pas de souci, mais c'est ce que j'avais remarqué aussi lors de la première approche quand on s'était rencontrés, que, oui, forcément, il y a, on va dire, une certaine expertise qui est nécessaire. En plus, c'est des produits au-delà du gel qui sont quand même alimentaires, donc vaut mieux que ça soit carré, mais qu'il y a quand même une approche, on va dire, assez naturelle, authentique et cool, on va dire. Là, je me posais une question, du coup, qui, je pense, peut peut-être être intéressante, parce que vous avez fait plusieurs sports de combat, arts martiaux, où vous avez eu la ceinture noire. Est-ce que la ceinture noire, d'un point de vue sportif, elle a la même signification en fonction des sports? Parce que, là, de tête, je pense que karaté, judo, taekwondo, il y a des grades de couleur qui varient en fonction, mais la ceinture noire est toujours la dernière. Est-ce que les valeurs qu'il y a derrière sont similaires entre les sports? Alors, moi, je répondrais à ça qu'il y a des philosophies qui sont différentes, des valeurs, on peut les retrouver. Je veux dire, la valeur de respect, la valeur de dépassement de soi, etc., elle est toujours présente. Et alors, il existe effectivement des codes couleurs, comme tu l'as souligné, très différents selon les arts martiaux. Et c'est d'ailleurs européen, disons-le, puisque les arts martiaux, c'est avec la méthode pédagogique un petit peu du coin qu'on a rajouté les ceintures, etc. Ancestralement, il n'y en avait pas. Mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement d'avoir des valeurs communes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a surtout des philosophies qui sont différentes. C'est-à-dire que pour moi, les arts martiaux coréens, on s'y retrouve un petit peu plus que dans les arts martiaux de karaté ou de japonais. Je dirais que
dans le fond, déjà, il y a des approches différentes de pratiques. C'est-à-dire que nous, on a fait par exemple de la boxe française. Donc la boxe française, c'est très clairement français comme origine. On en a fait très longtemps. À côté de ça, on a fait du taekwondo. Et pourtant, tu retrouves des méthodes de coup de pied qui vont être identiques parce que finalement, le bonhomme, il est fait pareil n'importe où sur la planète. Donc la mécanique du corps, c'est la même. Hein. Par contre, effectivement, tu vas avoir des idées d'enchaînement, de déplacement, de feinte, etc. Un travail différent qui parfois est conditionné tout simplement par des règles. Parce que finalement, la boxe française ou le kickboxing, il y en a un, tu as peut-être le droit de taper avec tout ce qui dépasse sous le genou jusqu'au pied, le tibia, le pied, peu importe, c'est une frappe de jambe. Alors qu'en boxe française, il va falloir taper de la pointe avec un armement, etc. Donc c'est aussi l'évolution qui fait la règle, qui fait l'évolution, tu vois, c'est un cercle, voilà. Par contre, d'un point de vue philosophie, oui, dans les arts martiaux, il y a des grosses différences. Je dirais que dans les arts martiaux coréens qu'on a principalement pratiqués, il y a un vrai développement personnel, un développement de soi, qui est plutôt une voie orientée vers d'abord toi et ton développement, alors que un art martial japonais, c'est avant tout le côté, je sais pas si tu vois un petit peu, sacrifice. Voilà, c'est plus ou moins vrai parce qu'avec l'Occident, ça a un petit peu mixé tout ça, etc. Ça s'est ouvert. Mais au départ, il y a cette philosophie-là, je pense, de se sacrifier pour une cause plus grande, qui est peut-être moins présent dans les arts martiaux coréens au profit de se développer d'abord soi. Et si tu peux pas te défendre toi, comment tu veux défendre ta patrie derrière? Alors que le japonais va se sacrifier tout de suite pour sa patrie, par exemple. Donc, il y a des vraies approches de différence, on va dire, de philosophie ancestrale. Et je dirais que c'est plutôt ça qui définit un peu que tu choisis ton sport, mais que ton sport, il te choisit aussi parce qu'il te correspond. Et dans les arts martiaux, tu as aussi cette philosophie et ce développement-là. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tout. Ouais, non, c'est très cool. Et justement, c'est pour ça que je posais cette question, parce que par rapport au nom de votre entreprise, où vous définissiez cette valeur et cette philosophie, donc c'est savoir si justement il y avait un lien un peu entre toutes ces disciplines, au-delà de la résilience, mais ou si c'est aussi un peu votre définition philosophique propre, quoi. Et je dirais que justement dans les arts martiaux japonais et coréens, il y a une différence aussi, je pense, de conservation. Nous, on a fait le Japon et la Corée, on y était. D'ailleurs, on a pu rencontrer l'équipe nationale de Corée de taekwondo, etc. Et c'était très cool à Séoul. Mais je veux dire, dans l'absolu, et je dirais que tu peux voir en Corée des jeunes qui s'entraînent avec les écouteurs, de la musique, et qui sont parfois juste en bas de pantalon, en ceinture noire, et pas forcément le haut, ensuite, ou tu vois. Et c'est aussi une preuve de modernisme et d'ouverture. Ce que tu as plus de mal à trouver, par exemple, au Japon, parce qu'au Japon, quand tu rentres, déjà, tu rentres pas si facilement que ça dans une salle où ils pratiquent les arts martiaux, parce que devant, c'est marqué pas de touristes, pas de photographes, etc. Là où en Corée, tu peux rentrer et participer, quoi. Ouais, l'accueil, en fait, du coup, c'est notre ressenti aussi. C'est que l'accueil, effectivement, n'était pas le même. C'est qu'en Corée, c'est beaucoup plus accueillant. C'est ça. On peut pratiquer avec l'équipe qui est là, alors que, voilà, au Japon, c'est beaucoup plus dur. secret. Et ils n'accueillent pas forcément. C'est peut-être aussi le côté insulaire, quoi. Tu vois, c'est une île, ils sont un peu plus reclus. Ils parlent moins anglais. En Corée, ils parlent beaucoup anglais. Du coup, ça rentre comme ça dans la philosophie, je pense, de l'art martial. Et en fait, c'est une philosophie, ce que je veux dire, c'est que ça nous correspond. Parce que nous, si tu veux, par exemple, au club, on a parfois des gens qui sont venus d'autres clubs et qui ont commencé à dire « Ah, bonjour maître. Non, en fait, moi, je m'appelle Romain, c'est Fanny, toi, t'as un prénom. Voilà, on est tous pareils. C'est pas parce que t'es moins gradé ou plus gradé ou machin qu'à un moment donné... Et en fait, ça, c'est aussi notre philosophie et ça se retranscrit dans notre marque. C'est que nous, enfin, tu l'as vu sur les stands, on parle avec tout le monde. On n'est pas... on met pas... Alors ça nous est arrivé des fois de pas pouvoir être partout et donc d'avoir 2 stands en même temps et d'avoir quelqu'un qui est là pour dépanner. Mais la plupart du temps, c'est nous en direct et on connaît bien même pas mal de nos clients. Certains nous achètent que sur Internet, mais on dirait je pense qu'il y a une proximité et une simplicité et c'est quelque chose qu'on a toujours eu même dans notre enseignement. Déjà dans le club, effectivement, c'est que je pense qu'il y avait aussi ce côté-là où on arrivait à attirer des adhérents qui nous ressemblaient aussi et même des personnes peut-être un peu introverties qui n'osaient pas et qu'on met à l'aise pendant la pratique et les cours, quoi. Et je pense qu'on retranscrit ça à notre marque. Autant il y a de l'exigence et il y a un jury de passage, c'est un jury de passage, tu passes ta ceinture, il y a une attente de qualité qui est exigée. Par contre, en dehors de ce cadre-là, ça t'empêche pas de venir boire une bière avec nous. Et voilà, tu vois, c'est toute une philosophie, on va dire, qu'on retranscrit évidemment dans la marque parce que c'est notre façon de faire. Carré, pro, etc. Très minutieux, très exigeant, mais en même temps, on est accessible, on reste des êtres humains, tout le monde mérite de l'attention et on connaît les gens et on parle avec les gens autant qu'on peut, quoi. Ok, c'est très cool de voir ça comme ça. Et du coup, vu que vous avez plusieurs ceintures noires, on parlera un peu après de la partie business, mais je pense que c'est intéressant aussi pour pouvoir faire la passerelle après et de voir les liens qui existent.
parce que vous avez parlé, t'as dit qu'une ceinture noire c'est simplement une ceinture blanche qui avait pas abandonné. Au-delà de la résilience et on va dire de la détermination, je pense, qu'est-ce que ça vous a demandé? Parce qu'en plus, on est tous différents, donc je pense que vos deux parcours doivent être différents par rapport à ça, mais qu'est-ce que ça vous a demandé autant physiquement que mentalement d'atteindre justement déjà une première ceinture noire? Ben, en fait, c'est la rigueur, hein. C'est clairement, en fait, c'est Du pas, travail. c'est du travail, c'est ne pas abandonner parce qu'il y a des échecs et justement, en fait, c'est passer au-dessus de ça et continuer, travailler toujours plus pour progresser et atteindre des étapes, en fait, hein. Ouais, et puis répéter Répéter, les mêmes gestes, répéter la perfection la plus possible, être exigeant et toujours chercher à se perfectionner, tu vois. Et il y a du travail personnel aussi. Ouais. Ça, souvent, c'était effectivement le côté où... Parce qu'en fait, c'est pas si simple, effectivement, d'atteindre un certain niveau. Et s'il n'y a pas un travail personnel derrière, si tu vas au club juste une fois comme ça, de temps en temps, je suis pas venue depuis 3 mois et je reviens une fois, ben voilà, c'est plus compliqué forcément de passer les Ouais. étapes de grade. Mais je dirais que c'est comme Donc, tout, hein. voilà. Tu fais de la muscu, tu soulèves une fois une haltère tous les 3 mois, bon, globalement, Bah, ça c'est va ce que tu avancer des masses, quoi. retrouves, effectivement, dans d'autres sports. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de persévérance, comme tu le dis, du travail, de l'exigence. Alors, un truc qui existe un peu moins dans les autres sports en général, même s'il y en a, c'est de la souplesse. Faut beaucoup s'étourer. Moi, par exemple, je suis très raide de nature, hein. J'ai commencé un peu les sports de combat, les arts martiaux, je ne passais 11 ans ou quelque chose comme ça. Donc, j'en ai 40, hein, donc te dire que j'en ai pratiqué quand même. Et quand je suis arrivé, je ne touchais pas mes pieds, j'étais raide comme un bout de bois. Donc maintenant, si tu cherches, tu trouveras quelques vidéos ou quelques photos ou quelques trucs où je suis un peu plus souple, hein, quand même. Mais au début, bah, c'est aussi te forcer à aller sur des terrains où t'es pas à l'aise. Pas à l'aise, hein. Et nous, on part du principe que, en fait, on a toujours une vision des arts martiaux très complète. C'est-à-dire que autant on a fait beaucoup de pieds-points, autant on a quand même fait du grappling au sol, autant on a fait des choses. Enfin, on a été multidisciplinaire parce que, en fait, t'es complet. Et on a toujours eu cette approche-là parce qu'il y a un moment donné où tu peux être champion de ta catégorie. Bon, globalement, à partir du moment où on met une autre règle, on voit bien que les champions, ils tombent vite et c'est d'autres qui prennent le relais parce qu'ils sont plus à l'aise sur ce détail-là. Donc, c'est aussi ça. Et quand t'es complet, c'est plus difficile, mais c'est aussi une vraie école et il faut aller là où tu es mauvais, je pense, dans la vie. C'est-à-dire que là où t'es bon et c'est facile, etc., c'est cool, hein, amuse-toi. Mais en même temps, si t'as un point où t'es pas bon, vas-y. Et travaille-le. Et c'est ça aussi que ça nous a apporté, c'est le fait d'aller aussi sur des terrains où tu es moins à l'aise et où en fait tu dis c'est pas grave, même si je suis pas à l'aise, je vais apprendre et je vais continuer jusqu'à ce que je sois bon aussi là-dedans. Et ça te permet une formation absolument continue parce que c'est impossible, même en une vie, d'acquérir toutes les compétences du monde. Donc tu as largement de quoi faire pour te former et aller sur tous les domaines, quoi. Voilà. Donc je dirais que c'est ce que ça nous apporte. C'est intéressant parce que, alors, je connais pas si bien les arts martiaux, un peu plus les sports de combat classiques, boxe et du coup le MMA maintenant, mais le peu que je connais des arts martiaux, c'est des écrits de Bruce Lee que j'ai pu lire parce que du coup, oui, il n'était pas que acteur pour ceux qui nous écoutent et je pense que c'était un des philosophes les plus prolifiques de son époque quand on regarde le nombre de pages qu'il a écrites, mais j'ai l'impression on retrouve un peu ça dans votre vision et dans votre philosophie où, ouais, faire ce que j'aime pas pour être meilleur, les échecs dans tous les cas ils sont obligatoires, mais que le meilleur moyen de faire tout ça et d'être bon, c'est de travailler sur soi. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler sur vous justement là-dessus pour atteindre ces niveaux? Alors déjà, je te remercie pour la comparaison, parce que c'est pas tous les jours que je me compare à Bruce Lee, quand même. Mais voilà. Effectivement, comment tu fais, tu te confrontes. En fait, je pense que c'est quand même un trait de caractère aussi. Je pense que, comme tu disais, on choisit notre sport, mais le sport nous choisit aussi. Et je pense que ça joue aussi sur le caractère de la personne, parce que si t'es pas un tant soit peu perfectionniste, je pense que tu passes vite à autre chose et tu vas pas rester dans la discipline. Donc je pense que les traits... Tu parles de la sélection naturelle, alors du coup. Non, les traits de caractère, c'est important quand même, tu vois, parce que le perfectionnisme,
dans les arts martiaux, c'est quelque chose qui est hyper important Oui. pour progresser, tu vois. Après, voilà, comme dit, on peut être cool et perfectionniste, hein, même si ça paraît comme ça. Ouais, mais dans ton totalement opposé. travail, en fait, personnel, je te Ouais, parle. ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'on a toujours aussi attiré, mais dans nos cours aussi, un côté plus ludique et plus démocratique Ouais, ça, et c'est vrai. arriver. Et après, au fur et à mesure, au fil, avoir de l'exigence, tu vois. Parce que tu peux pas emmener des élèves tout de suite avec l'exigence. Non, mais par d'une contre, je ceinture noire, parlais ça, de c'est sûr. mon propre parcours. Je parlais Ok. pas forcément des élèves, tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai que aller chercher le terrain où tu n'es pas bon, c'est tout d'abord une contrainte, mais c'est une contrainte pour y aller. Je pense que c'est ta question. Comment tu fais pour y aller alors que c'est une contrainte? En fait, pour moi, il faut voir l'objectif au-delà de la contrainte immédiate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas envie, tu veux aller d'un point A à un point B, au milieu, bah, tu as un truc qui te bloque. À un moment donné, bah, tu te dis, OK, là, je suis obligé de passer par là, mais derrière, il y a autre chose. Et en fait, faut pas perdre de vue ton objectif final. Et c'est ça qui te donne aussi le côté de OK, on va le faire. Et ensuite, il faut te dire que dedans, bah, si déjà tu es là, bah, maintenant que tu es là, essaie de prendre du plaisir et essaie d'apprendre et essaie de voir pourquoi les autres le font, pourquoi ils prennent du plaisir. Et c'est comme ça qu'en fait, peut-être toi-même, tu vas retrouver du plaisir à ça. Ou pas. Peut-être que ça te barbera et peut-être que tu passeras à autre chose. Mais en tout cas, tu sauras le faire et en tout cas, tu l'auras fait parce que tu as passé cette étape pour aller au point suivant. Et donc, il faut, moi, les deux conseils que j'ai, c'est Ouais, de pas perdre de vue l'objectif que tu as final, de te rappeler pourquoi tu le fais du coup et qu'est-ce que ça peut t'apporter et surtout essayer de comprendre pourquoi les autres ils le font parce que s'ils le font, c'est peut-être que c'est pas dénué de sens ou dénué de plaisir tout simplement si c'est une pratique sportive. Ok, très bien résumé. Merci pour les deux conseils, ces deux étapes. Je pense, avant de passer sur votre parcours entrepreneurial avec Black Belt et rentrer un peu plus en profondeur sur ce que vous faites et pourquoi, il y a une dernière question que je voulais vous poser justement par rapport à votre parcours sportif. Aujourd'hui, est-ce que vous pratiquez encore? Est-ce que vous pratiquez encore autant? Et est-ce que vous avez encore des objectifs justement dans ces domaines, sachant qu'en plus vous avez un projet entrepreneurial qui est à temps plein à côté. Enfin. Alors autant non. Autant c'est Autant non. compliqué. Clairement, Black Belt nous prend beaucoup de temps. Donc, clairement, si on veut développer, il faut qu'on concentre aussi beaucoup d'énergie sur le développement de la marque. Donc, à un moment donné, dans la journée, il n'y a pas assez d'heures. Et après, je dirais que je vois aussi les choses comme un peu un cercle, c'est-à-dire que Ouais. bah, moi-même, j'ai enseigné pendant 16 ans, Fanny pendant 10 ans. Faut se dire qu'on a eu, on parlait de taekwondo, en taekwondo seul, on a eu 350 élèves et après, il y a eu d'autres disciplines. Donc, je veux dire, on a formé des ceintures noires, on a formé des ceintures noires de Hapkido aussi, enfin d'autres disciplines. J'ai rien à un moment donné où bah, les sports nous ont apporté beaucoup de choses, les arts martiaux nous ont apporté beaucoup de choses dans le développement personnel, personnellement, dans beaucoup de relations humaines, enfin voilà, bref. Mais tout ça, on l'a aussi rendu. C'est-à-dire que ce goût de tu peux travailler, tu peux arriver à quelque chose dans une société où quelque part aujourd'hui tu as tout de suite sans effort. L'école des arts martiaux, c'est l'école du sport, hein, quelque part. C'est ok, tu veux arriver à un niveau, bah taf. Et tu verras que si tu te donnes les moyens, t'es capable. Et ça, c'est quelque chose qu'on enseigne de moins en moins, qu'on a de moins en moins de possibilités d'enseigner parce qu'aujourd'hui, t'as une question, t'as Google, t'as ChatGPT, t'as machin, t'as tout est automatique et tu n'as plus d'efforts à fournir. Et je dirais que ça, c'est encore le côté, ben, mon gars, faut que tu te dépasses, quoi. Et ça, c'était une très bonne école de la vie en général. Et je dirais qu'on l'a retranscrit à d'autres personnes qu'on estime aujourd'hui que maintenant, ben, dans le cercle, c'est aussi à eux de retransmettre et de continuer ça. Parce que, au-delà de ça, aucun d'entre nous n'est éternel. Donc, à un moment donné, il faut bien aussi d'autres générations qui prennent le relais. Et comme on l'a dit, on a maintenant aussi la quarantaine. Donc, il y a aussi un côté où, bah, maintenant, tu as aussi une nouvelle génération qui pousse et c'est aussi à eux de transmettre ça et d'adapter aussi à la situation parce que bah, les choses évoluent. Mais nous, on va pratiquer de temps en temps occasionnellement encore pour nous, mais on va moins s'engager parce qu'on sait qu'on ne peut pas tenir cet engagement. Et si on peut pas tenir un engagement, bah, on le prend pas, on fonctionne comme ça. Et je dirais que, bah, tu vois, des cours de sport, nous, on en a donné 37 heures par semaine pour donner un ordre d'idée. Donc, on en a quand même fait beaucoup à côté de gérer un comité départemental, à côté d'organiser, enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Donc, on a quand même donné beaucoup à ce sport. Il nous a apporté beaucoup, mais on leur a donné aussi beaucoup. Et je dirais qu'aujourd'hui, on pratique pour le plaisir et moins. Après, en termes d'objectifs, aujourd'hui, je peux pas dire que j'en ai. Alors, c'est pas pour se vanter ou pas pour machin, mais je veux dire, à un moment donné, ça devient aussi compliqué d'avoir des gens qui t'apportent de nouvelles choses. Et je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai un petit objectif perso à un moment donné, c'est d'aller peut-être un petit peu plus sur du grappling ou des choses où je suis moins expérimenté, d'autres disciplines. Donc, comme par exemple, j'ai touché un tout petit peu au judo, au jiu-jitsu, mais à peine. C'est peut-être des disciplines dans le temps
où moi j'irai un petit Tu peu, vas y retourner. parce que du coup, là aussi, pourquoi pas faire des nouveaux objectifs là-dedans, et c'est totalement à part de la boxe que j'ai pu pratiquer, ou du taekwondo, ou du karaté, ou du pied-point, et donc aller sur des terrains où j'étais pas encore. C'est peut-être ça qui va revenir, mais pour l'instant, c'est focus entreprise. Et quand il y aura un trend qui sera un peu plus, qui nous permettra d'avoir un peu plus de temps, quand je dis du temps, c'est aussi de l'esprit, parce que tu peux t'assurer que notre focus dans l'esprit, il est présent en permanence sur des réflexions et sur des choses comme ça. Et c'est très difficile quand tu as la tête prise d'être sur autre chose en même temps. Donc, parce que le corps et l'esprit, c'est lié, quoi, quelque part. Donc pour l'instant, effectivement, on diminue bien la partie sportive par la force des choses, et on espère bien sûr retrouver ça. Mais là, tout de suite, on a besoin aussi de grossir en entreprise, et donc on a besoin de monopoliser ce temps-là, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Du coup, par rapport au parcours entrepreneurial maintenant et Black Belt, alors vous l'avez dit un peu en introduction, ça fait 1 an je crois, vous avez commencé avec le gel, on va reparler de tout ça derrière, mais la question que j'avais en tête, c'était pourquoi avoir choisi le parcours entrepreneurial, mais au final, je me rends compte que c'est déjà un peu ce que vous faisiez avec les cours à temps plein, quoi. T'as répondu à la question, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent. Ouais, pour nous, c'était effectivement déjà, alors bien que c'était en association, puisque notre club était en statut associatif, mais clairement, on l'a toujours pensé comme une entreprise de créer. Enfin, on l'a créé pareil, en fait, tu vois, le même engagement, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le professionnalisme était là. Voilà. Donc, quelque part, tu avais les mêmes exigences. Tu vois, je pense qu'en 10 ans de club, on a dû annuler peut-être une fois un cours, et encore, c'est parce que je crois qu'il y avait une inondation dans le gymnase de mémoire à la SP de Strasbourg, quand il y avait des orages. On a assuré au maximum. On était toujours là, et je veux dire, on était très organisé, très carré, c'était vraiment. En fait, on l'a toujours pensé comme un métier, pas comme du loisir, en fait. Ouais. Pour nous, quand on donnait les cours, en tout cas. C'est ça. Après, on le faisait aussi à titre professionnel, faut le dire, mais c'est vrai que, tu vois d'autres associations où parfois c'est très chaotique, malheureusement, mais c'est normal, ça repose aussi sur des bénévoles qui bossent à côté et tout, et tu peux pas leur dire qu'ils viennent gratuitement et tout. Enfin, on a commencé, moi j'ai enseigné bénévolement des années, avant d'être salarié et tout ça, mais je veux dire, cette exigence, on l'a toujours eu professionnellement, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça aussi que quand il y a eu les premières élections du comité départemental, on nous a tout de suite sollicité, parce que faut structurer, faut refaire. Si tu veux, c'est intervenu après la fusion des ligues Grand Est, tu vois, tu avais l'Alsace, etc., la Lorraine qui a tout fusionné, et en Alsace, comme on n'a que 2 départements, il n'y avait pas de comités départementaux. Okay. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec des championnats régionaux, des choses comme ça qui ont complètement disparu, et la moindre truc, fallait faire des fois 200 bornes, 300 bornes, etc., pour faire le moindre truc. Et donc, il y avait des trous dans la raquette, entre guillemets, et il a fallu restructurer, recréer des équipes, refaire des choses. Et je pense que si les clubs ont majoritairement choisi, entre guillemets, le binôme moi et Fanny dans le move, c'était aussi parce qu'ils savaient que derrière, chez nous, c'était carré, si on s'engageait, on irait au bout, quoi. Donc, on avait cette confiance-là des autres clubs, parce qu'ils savaient comment on bossait. Et je dis pas qu'ils bossent mal, pas du tout. Je dis juste qu'ils savent comment nous on bossait, et les moyens qu'on était capable de mettre, humains et techniques, et voilà. Et donc effectivement, ils se sont rangés et nous ont très fortement aidés. On va pas dire qu'on a tout fait, parce que les gars étaient là derrière, donc on va rien leur relever de ce qu'ils ont fait. Mais disons que je pense qu'on avait ce modèle-là d'entreprise qu'on a retranscrit en club, parce qu'on a quand même un des 3-4 plus gros clubs de France à un moment donné, donc c'est quand même que la structure, elle était assez imposante. On a encadré des gens qui intervenaient, on a eu des objectifs pédagogiques, tu vois, il y a eu des choses quand même. Pareil, après en comité départemental, tu as des équipes d'arbitrage, tu as de la formation, tu as des équipes d'enseignants, voilà, donc tout ça fait que tu chapeautes déjà des gens, de l'humain, tu as déjà des objectifs, tu as déjà du développement, tu as déjà de la com, tu as déjà... Voilà. Donc tout ça fait que ce modèle-là, il est inhérent, et je pense que quelqu'un qui est entrepreneur, il est entrepreneur dans l'âme, et il a besoin de monter des projets, et ce besoin de projet, on l'a tout le temps, on a besoin de créer, on a besoin de faire une émulation, on a besoin de créer des identités, créer des choses, tu vois, donc il est là. C'est marrant parce que toutes les personnes avec qui je discute qui ont des projets associatifs, alors que ce soit leur temps plein ou des projets à côté, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, c'est que ils vont souvent dans l'associatif par passion, mais que c'est plus simple d'un point de vue administratif et légal que l'entrepreneuriat, mais que c'est plus dur et que ça demande plus de ressources que l'entrepreneuriat, parce que c'est un domaine qui est justement moins bien cadré, où les gens sont bénévoles et du coup il y a des contraintes supplémentaires, et donc c'est souvent un bon tremplin pour après. Des avantages et des inconvénients, c'est sûr, mais c'est sûr qu'au niveau
pour créer une association, c'est peut-être moins compliqué qu'une entreprise, clairement. Mais après, tu es confronté effectivement à peut-être des problématiques que tu dois gérer avec des bénévoles qui font pas ça effectivement pour un salaire derrière. Donc voilà. C'est-à-dire qu'un salarié qui vient pas, tu peux lui reprocher. Ouais, un c'est bénévole ça. qui vient pas, tu lui dis bon bah je comprends, est-ce que tu peux être là la prochaine fois quoi. C'est ça. C'est pas le même C'est rapport. pas le même rapport et du coup, bah forcément, tu as peut-être ces inconvénients qui jouent aussi dans le développement et dans l'investissement que tu veux mettre dans l'association. Et Et par contre, je suis d'accord, c'est une très Ouais. bonne école pour commencer. Je trouve, ouais. Et disons que tu as moins de contraintes parce que déjà, bah, t'as pas d'impôt sur la société, hein. T'as pas de choses comme ça. Après, il faut te salarier de ton association parce qu'à un moment donné, une association a le droit d'avoir des salariés puisque la ressource humaine est une ressource comme, bah, je dirais, d'avoir des crayons, des stylos, des sacs de frappe, enfin peu importe ton assos. Mais à un moment donné, bah, il y a des grosses associations hein, qui existent et elles ont toutes des salariés parce que, bah, à un moment donné, tu peux plus te permettre d'avoir que des bénévoles. Mais par contre, ça te laisse du temps de développement. Ça te met pas de contraintes parce que faut pas oublier que quand tu as une entreprise en tant que chef d'entreprise, bah, tu cotises à l'URSSAF un minimum qui est tout de suite quelques milliers d'euros par an quand même hein, et t'as rien rentré encore. Donc tu vois, après tu as une obligation de comptable, donc le comptable tu le payes, après tu as des obligations à gauche, à droite, des assurances, des machins, des trucs. Alors une assos t'es aussi assuré, mais voilà, bref. Mais je veux dire, tu as beaucoup plus de contraintes financières en tant qu'assos, en tant qu'entreprise, qu'en tant qu'association. Donc le modèle est plus facile à créer et moi, j'ai connu des gens qui ont créé d'abord des associations sportives notamment, et qui après les ont transformées en entreprises parce qu'ils avaient une masse finalement de personnes, donc de clients, pour démarrer cette activité-là et donc répondre à ces critères. Mais au départ, c'est plus tranquille. Et finalement, c'est des gens qui ont fondé des salles de sport autour des sports de combat, avec à côté une partie muscu, une partie renfo, et t'as des abonnements un peu plus classiques. Mais je veux dire, c'est un premier pied à l'étrier sans contrainte. Et ça marche pas, tu vois, c'est pas très grave. T'as pas de contraintes comptables, t'as pas de contraintes fiscales, t'as pas de contraintes, c'est beaucoup plus simple. Donc si tu peux, c'est un peu comme l'auto-entreprise, je dirais, hein, c'est un peu, tu te testes un peu d'abord, t'as pas trop de contraintes, et au final, après, si ça prend, tu fais plus gros. Voilà, donc ça peut être un statut un peu hybride pour démarrer. Et après, voilà, mais c'est des choix. C'est des modèles. Et puis, tu as des gens qui se plaignent dans l'associatif à dire, nous, on s'en fout de gagner de l'argent, on fait ça pour le fun et c'est cool. Ouais, ça dépend de ton objectif aussi. Voilà. Quoi. Après, il faut vivre aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand tu donnes 30, 40, 50 heures par semaine dans une assos, ouais, c'est ça. Faut pouvoir vivre aussi à côté et quelque part tu te dis si moi je suis plus là en fait il y a plus d'assos donc voilà, c'est aussi juste, faut aussi reconnaître le travail des gens. Nous on est toujours pour payer au mérite les gens. Et aujourd'hui, Black Belt, c'est 2 personnes, mais c'est pas 2 personnes, c'est une quinzaine de personnes, parce qu'entre le graphiste, entre les gens qui envoient les commandes, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a des ingénieurs nutrition, il y a des choses comme ça. Donc, c'est que des freelances qu'on paye à la mission et qu'on paye effectivement à l'heure. Mais en fait, oui, ces gens-là, ils travaillent, donc ils se méritent d'être payés. Donc, quelque part, le travail bénévole est pas forcément assez reconnu en France, mais c'est comme ça. Ouais, justement, c'est ce dont je voulais parler avec vous, parce que sur votre site, il y a la petite rubrique Nos experts, où on voit les experts avec qui vous travaillez pour vos produits. Exact. Alors, du coup, vous avez transité de l'associatif à l'entrepreneuriat. Mais ça a été quoi le déclic justement pour vous dire que le premier produit, ça allait être ce gel, ou à quel moment vous vous êtes dit que le premier produit, ce serait ce gel, puisque passer de... Comment l'idée est venue, quoi. Ouais, parce que de donner des cours de taekwondo ou d'arts martiaux à commercialiser des gels anti-courbature, il y a un monde entre guillemets. Après, c'est vrai qu'on voulait partir sur une nouvelle aventure, clairement. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a effectivement depuis le début et on voulait faire quelque chose d'autre. Et en fait, on savait aussi que c'est important de se différencier sur le marché actuel parce que il est quand même très compliqué et en fait l'idée elle est aussi venue par rapport quand on pratiquait avec nos adhérents et tout ça et ça s'est pas fait en un jour hein, clairement donc non carrément pas et en fait on avait toujours un peu la petite blague avec les adhérents en se disant ils nous disaient franchement avec tous les coups qu'on prend, les bleus qu'on a, on devrait se faire sponsoriser par une marque d'arnica, enfin voilà. Donc ça a commencé à naître un petit peu, c'est un peu des choses comme ça qui sont apparues. Et puis après t'as toujours le côté j'ai fait une tu vois le gars il va à la compète, il fait une contre-perf parce que mais là je suis éclaté, j'ai pas récupéré, j'ai pas de machin. Et donc justement on discutait avec eux en leur disant mais tu sais il existe des crèmes, des huiles que tu peux passer
pour bien récupérer, pour que tes muscles ils récupèrent, t'as des compléments alimentaires et tout. Et bon, on avait souvent, ouais, mais crème, huile, ça prend du temps, c'est pénible à faire, ça colle. Faut que j'y pense. Voilà. Et voilà, petit à petit, ça commençait et on se disait en fait, ce qui serait top, ce serait de pas contraindre les gens à faire une étape supplémentaire dans leur routine pour justement améliorer leur récup, mais d'intégrer ça dans leur routine qui est déjà en place. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qui s'est construit. L'idée, ouais. Voilà, l'idée. Bon, ça n'a pas été tout simple parce qu'en fait, d'une idée que tu as, après, faut se dire est-ce que c'est réalisable. Donc clairement, on s'est entouré de professionnels, d'ingénieurs en nutrition cosmétique, docteurs en pharmacie, de laboratoire. Et en fait, on a mis 2 ans à développer la formule. Ça a été très très long à développer. Faut savoir que la cosmétique aussi, c'est un domaine très réglementé, très normé, très réglementé. Et donc on a mis 2 ans à développer le produit entre l'idée qu'on a eue et s'entourer des professionnels qui savent comment ça fonctionne, les molécules qu'on peut utiliser, qui vont pénétrer par la peau, qui vont rentrer dans l'organisme. Donc, les tests aussi qu'on a dû faire pour trouver des choses cliniques, etc. Voilà, donc en tout, c'est à peu près 2 ans de recherche et développement. Et alors après, je viendrai aussi sur le côté, on a aussi basculé parce qu'il y a eu une crise qui était le Covid. Et je dirais qu'on est passé en gros de 350 élèves à 120 post-Covid. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu réfléchis en termes d'entreprise, tes adhérents, c'est tes clients. Hein. Donc quand tu perds 2/3 de tes clients, tu perds 2/3 de tes revenus. Hein, donc c'est compliqué. Et après le Covid, on a eu tous les sports de combat ont perdu massivement des pratiquants parce qu'en fait, les gens préféraient avoir des pratiques comme le badminton où tu avais 20 mètres entre les deux personnes. Enfin, je ne sais pas la longueur d'un terrain de badminton, donc je ne veux pas froisser les gens qui font du badminton et qui écoutent ça, mais voilà l'idée. Et quand tu te frappes dessus en boxe ou que tu es en lutte au sol, au judo ou j'en sais rien, tu as un peu la tronche de l'autre, tu vois, donc ça inspirait pas confiance. En plus, les sports ont été interdits un petit peu plus longtemps parce qu'en mai, juin, tout ça, les autres sports ont quand même pu reprendre, les autres assos, mais pas les sports de combat. Donc à ce moment-là, tu as des gens qui sont allés vers d'autres disciplines. D'ailleurs, il y a eu une explosion du outdoor, des courses, etc. Parce que justement, quand tu es en pleine montagne, tu te sens en sécurité. Il faut savoir qu'il y a eu des fédérations comme le cheval, l'équitation qui a pris boum, parce que quand tu es sur ton cheval, tu es à 40 mètres des autres, tout va bien. La natation, parce que la piscine, ça désinfecte tout apparemment. Donc il y a eu des vrais sujets comme ça et des sports ont grossi et d'autres sports ont vraiment faibli. Et nous, sports de combat, mauvaise pioche, on a vraiment été dans le dur. Et à un moment donné, quand tu as 2 salaires qui sortent d'une structure et que tu perds 2/3 de tes clients, faut aussi réenvisager les choses. Donc, ça a joué à se concentrer aussi sur ce développement-là et effectivement à partir sur autre chose parce qu'en fin de compte, après les gens ont commencé à revenir, on aurait pu reconstruire. Ça prenait du temps aussi. Mais ça prend du temps et on avait aussi l'envie d'aller sur une autre aventure. Et puis il faut aussi dire qu'on a perdu beaucoup de bénévoles à ce moment-là. Parce que tous les gars qui étaient ceinture noire, qui fait des coups de main dans des sections, etc. Savoir que des fois, on avait par exemple le lundi, je me souviens que moi j'étais à un endroit, alors ceux qui sont pas de Strasbourg, les quartiers n'ont pas forcément parlé, mais bon, j'étais sur un quartier de Strasbourg, Fanny sur un autre, et on avait 2 autres cours en parallèle avec 2 autres moniteurs ceinture noire. Bon, il y a un moment donné, quand les gars qui font ces cours-là te disent ah, mais finalement, je suis bien chez moi en fait, au lieu de revenir après le Covid, ou qui te disent quand c'est une femme, je suis enceinte, ou on a acheté une baraque à 40 bornes parce qu'on a envie de verre, et qu'on veut s'éloigner de Strasbourg et tout, et qu'on va aller à la campagne. Ouais, ok, du coup, en fait, tu passes de 7, 8, 9 personnes qui te filaient des coups de main à 1, 2 qui te filent encore des coups de main. Donc, du coup, tu maintiens pas les mêmes sections, tu baisses un peu en volume de cours, enfin, tout ça est un peu lié. Et du coup, c'est vrai qu'on avait cette idée qui était dans un coin de la tête, qui trottait, qui était machin, et elle est ressortie aussi naturellement, et voilà quoi. Donc c'est une combinaison de beaucoup de choses qui a fait le lancement, mais c'est vrai qu'on savait, comme l'a dit Fanny, que si tu veux t'attaquer à un marché, peu importe lequel, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un marché où c'est ouvert, il n'y a pas de concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, généralement, c'est qu'il ne faut pas y aller, c'est qu'il n'y a pas d'argent à se faire déjà. Donc, parce que soit tu as l'idée du siècle, personne n'y a pensé, soit en fait, c'est que c'est pas bankable, quoi. Donc, ce qui est souvent pas le cas, quoi. C'est souvent le cas parce que des gens avant nous, il y en a eu beaucoup, donc généralement, ils ont déjà eu le temps de penser à tout. Et donc, effectivement, on avait cette petite idée et on savait qu'il te faut quelque chose de différenciant. Et si tu n'es pas différent des autres, il n'y a pas de raison que les gens t'achètent. Et ça, c'est une vraie... je pense que dans ce podcast, il y a aussi des gens qui pensent à entreprendre. Et ça, c'est une vraie réflexion à avoir. C'est qu'est-ce qui te différencie des autres et pourquoi les gens t'achètent.
quels sont tes leviers émotionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, c'est de l'émotion qu'ils achètent, parfois avant un produit. Et tout ça, c'est des réflexions à avoir pour créer un univers de marque, créer un positionnement de marque qui est différenciant, qui apporte une plus-value. Et je dirais que nous, voilà, on a trouvé nos plus-values dans notre racine, dans nos histoires, parce que quand on parle de valeurs, etc., je pense qu'on les incarne un minimum et qu'on essaye de les retransmettre encore dans beaucoup de choses. Et donc, c'est des gens qui nous ressemblent qu'on attire, forcément. Et justement, sur votre produit, parce que vous avez dit que vous aviez mis 2 ans, je crois, sur l'idéation et la recherche, tout ça, qu'en même temps, il faut se différencier sur ce marché. Là, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, ça a été quoi les galères pour faire un gel douche comme ça, anti-courbature et La récupération? réglementation numéro 1. Non, la réglementation, ouais, très clairement. C'est des domaines très, très, très pointus. Le complément alimentaire, c'est très pointu. La cosmétique, c'est encore 1 ou 2 crans au-dessus, je t'assure. Ok. Et bien sûr, après, tu as les petits dépôts de marque, ça se fait, mais bon, voilà, c'est des petites contraintes à faire. Le côté brevet, le côté machin, enfin, tout est cadré, tout est normé. Et bien sûr, on va pas se mentir, le côté financier. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné où tu fais pas de la recherche et de développement gratuitement. Et effectivement, il faut quand même avoir un peu les reins solides au départ. Je veux dire, le gars qui te dit qu'il peut entreprendre avec 1 euro, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a un moment donné où faire de la com, ça coûte. Faire du branding, ça coûte. Faire des salons, ça coûte. Faire des courses, ça coûte. Tout coûte. Donc, je veux dire, à partir de là, tu peux pas faire un truc avec 1 euro. Il faut déjà te mettre dans une situation personnelle qui te permette un temps de mettre ta vie entre parenthèses pour pouvoir te consacrer pleinement à ça. Parce que rien que le fait de te consacrer le temps que tu consacres à ton entreprise, tu peux pas bosser ailleurs en parallèle. Ça, c'est aussi des ressources personnelles. Donc, le financier, la législation, c'est les premiers trucs auxquels il faut que tu penses. Et après, bien sûr, le côté vente commerciale. C'est les 3 piliers, quoi. Et sur le produit, parce que vous parliez de vous différencier justement, en quoi ce gel justement, le gel il se différencie sur le marché? Alors j'ai pas été creusé voir s'il y avait d'autres concurrents qui faisaient pareil ou équivalent. Je sais que quand on avait été sur le salon, Fanny, tu m'en avais parlé qu'il y en avait pas beaucoup, voire pas. Tu m'avais vanté aussi les bénéfices de votre produit, mais tu m'avais bien vendu le truc, donc je veux bien qu'on revienne un peu dessus aussi avec, parce que j'ai encore la petite fiche que tu m'avais donnée avec tous les produits, le zinc, le magnésium, qu'il y a dedans. Bon élève, hein, il a Mais pour comprendre, justement, en quoi est-ce que ce produit il est différenciant, pourquoi est-ce qu'il fonctionne, alors en fonction des personnes à un certain niveau, c'est ce que tu m'avais bien expliqué et j'ai testé pour moi, ça a bien fonctionné donc je suis content, mais ouais, en quoi ce produit il est différenciant dans le marché du complément alimentaire et de la performance sportive? Alors déjà, il faut savoir qu'en cosmétique, tu as des allégations qui sont délivrées. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas noter gel douche anti-courbature si ça n'a pas été prouvé. Donc, en fait, nous, on est le seul gel douche où il y a des allégations qui ont été délivrées par un laboratoire indépendant qui n'a pas conçu le produit et où il y a eu des tests, un panel test qui ont testé le produit et ensuite qui ont rempli un questionnaire et en fonction de ça, on a les allégations qui ont été délivrées par le laboratoire. Il faut savoir que par exemple, le questionnaire est tellement exigeant que 7 personnes sur 10 ont estimé qu'effectivement il y avait un vrai effet jambes légères. C'est pas suffisant pour dire que c'est un produit effet jambes légères. Donc c'est quand même des résultats qui sont assez hauts pour pouvoir avoir l'allégation. Donc du coup, on a l'allégation gel douche anti-courbature, on a aussi effet bien-être et relaxant, et on a gain sur la fatigue musculaire. Donc ça, c'est 3 allégations qu'on a le droit d'utiliser parce qu'en fait, après le panel test, en fait, on a ces résultats-là qui sont hauts pour pouvoir les délivrer. Et ça, aucun gel douche, là, en général, tu as gel douche sport, mais ça veut rien dire en fait. Sport, ça veut rien dire, c'est pratique. Et très souvent, quand tu regardes la composition, ça va être de l'eau et une pointe d'arnica. Il faut savoir déjà que l'eau et l'huile, ça se mélange pas, donc ils peuvent en mettre qu'un minimum au niveau quantité dans leur gel douche. Et nous, on a énormément d'ingrédients actifs dans notre gel douche. C'est pour ça aussi que le développement a été très long, parce qu'en fait, il a fallu stabiliser la formule, parce que comme on met beaucoup de choses dans notre gel douche, nous, on voulait qu'il y ait une vraie efficacité. Alors, des choses toujours naturelles, on le précise, donc, d'arnica. Donc, en fait, ce qu'on a mis dedans, il y a
de l'arnica, il y a de la Golterie, donc il y a de l'eau florale de menthe poivrée, il y a du romarin à camphre, mais il y a aussi du zinc, du magnésium et de la vitamine B. Et donc il y a énormément d'ingrédients actifs et voilà, à la base du gel douche, il n'y a pas que de l'eau, ce qui est principalement dans des gels douche classiques où tu vas avoir de l'eau et du moussant et qu'il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça qui fait la D'ailleurs, ce qui différence du coûte pas produit. cher par rapport à nous, Ouais. où on travaille des produits comme la Ouais. Golterie. La Golterie, c'est une plante qui fait de l'arnica, enfin qui fait du paracétamol et tous les doliprane, Ok. etc., hein, c'est de l'aspirine, voilà. Ah non, c'est de l'aspirine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, cette aspirine, en plante, si tu veux, quand tu le cultives en bio, parce qu'il est sourcé localement en bio, etc., toujours en France, et en gros, au kilo, il coûte 540 € le kilo. Donc, on est très loin de mettre que de l'eau et du moussant dedans. Et l'arnica, je crois que c'est aussi 350 € le kilo en bio, etc., local. Enfin bref, c'est travaille que des choses qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Et on a une promesse au bout, donc on est obligé de doser de façon efficace. Une dose efficace pour qu'on ait une efficacité. Comme tu disais, après, ça reste un produit naturel. Donc, chaque personne va réagir différemment. Parce que, comme on parlait là, même sur des molécules chimiques, hein, tu as des gens qui vont réagir à l'ibuprofène, d'autres qui vont mieux réagir au paracétamol. Le corps, il est différent suivant chaque personne. Donc, quand tu es sur des produits naturels, forcément, les gens vont ressortir différentes choses. Notre meilleur client, c'est celui qui, voilà, pour lui, c'est le miracle. Il y a plus de courbatures, alors que d'habitude, il est courbaturé à mort. Et t'en as qui vont gagner un jour sur leurs étapes de récupération. T'en as qui vont avoir des tensions musculaires qu'ils ont habituellement, qui vont se réduire. Les ligaments tendons aussi, Voilà. on a beaucoup de retours sur les gens qui ont des tendinites chroniques et des choses comme ça, qui se sentent vraiment très très soulagés. Ouais, t'en as qui vont avoir une sensation de jambes légères, donc ça reste du ressenti. Très souvent même. Donc forcément, chaque personne va avoir des ressentis. Et en fait, je dirais que si tu veux, nous, notre meilleur target en termes de cible client, c'est le gars qui fait rien du tout pour sa récup, avec ce produit-là du moins. Hein. Parce qu'en gros, c'est sûr que ce produit il est parti jusqu'à l'INSEP. Hein. On a des athlètes, on peut le citer comme Ismaël Bouzid, qu'on connaît bien, parce qu'il est aussi de la région Alsace. Un peu chauvin, tu vois. Et, j'ai le petit bretzel dans la description Instagram. Mais l'Alsace, c'est très chauvin, hein, comme les Bretons ou les Corses, voilà, c'est comme ça. Et donc, effectivement, lui est à l'INSEP, donc quand tu écoutes son protocole, moi, ça m'a fait halluciner, parce qu'il me dit, oui, en ce moment, on a une grosse séance, quand il l'a essayé, de prépa physique, donc on prend cher et lourd et machin, et il me dirait, ouais, j'ai moins de courbatures que d'habitude, et je dis, mais je peux te demander un peu déjà ton protocole de récup à l'INSEP? Il me dit, c'est simple, alors je l'ai plus en détail, mais en gros, c'est quelque chose comme tous les jours, c'est déjà masseur kiné qui lui passe des huiles essentielles, etc., récup et tout. Le soir, c'est bottes de compression. Après, bain froid aussi régulièrement. Il fait 2 séances de cryothérapie par semaine. Il est complété en magnésium, en zinc, suivi par une nutritionniste, diététicien. Ouais, il y a un moment donné, si t'es dans une fusée, je peux te mettre un petit réacteur de plus et t'ira un petit peu plus vite, mais t'es déjà dans une fusée, tu vois. Et donc, effectivement, c'est sûr que le gars qui ne fait rien et qui 2 jours après marche comme une chèvre parce que il a des courbatures de partout, lui, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Et je rappelle que tout ce qu'il a à faire, c'est prendre une douche, ce qui normalement devrait pas être une contrainte après le sport, enfin, j'espère. Mais donc, la récup, c'est un tout, hein. C'est la nutrition, c'est le repos, c'est l'hydratation que tu vas donner à ton corps aussi. Oui. Voilà, donc on vend pas du produit miracle. Mais d'ailleurs, les tests montrent des variations parce que tu as des gens qui ont entre moins 30 et moins 80% de courbatures. Donc, tu vois qu'il y a des grosses variations. Mais déjà, moins 30, enfin, il y a quand même 65% du panel qui dit aujourd'hui, je rajoute une séance de plus par semaine parce que je récupère mieux. Et donc, c'est pas neutre, tu vois. Et sur la récupération, justement, en parlant de l'athlète à INSEP, j'ai une question qui m'est venue, mais tu as commencé pas d'y répondre, mais tu as abordé le sujet. Quelle est la différence d'un point de vue récupération entre le fait de prendre le gel et sa douche et de masser les muscles pour les courbatures et justement ce complément, parce qu'il y a quand même des molécules que vous mettez dedans qu'on peut utiliser en complément alimentaire. Oh. D'un point de vue récup, qu'est-ce qui fait que justement il y a un delta de... Je vais répondre de 2 manières différentes. La première, c'est déjà l'aspect pratique, parce que tout le monde n'ose pas prendre des compléments en poudre ou en gélule, et certains vont avoir des problèmes d'allergie alimentaire. Tu peux aussi avoir le problème d'halal, cachère, de traçabilité, de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de gens, et on préconise toujours des marques qui fabriquent en France, encore une fois, parce que voilà, il y a des rappels produits de produits chinois ou de certains pays de l'Est aussi, enfin, faut le dire. Et quand je parle de rappel produit, c'est pas seulement, en fait, c'était 90% de prot, et finalement, il y en a que 26, et on m'a coupé au sucre, on m'a arnaqué. C'est aussi des fois des, tiens, en fait, il y a des métaux lourds dans mes produits, le chinois, il a coupé aux métaux lourds. Et moralité, je m'en
empoisonne au mercure. Mais voilà, donc déjà, acheter français, c'est une première chose. Mais la première partie de la réponse, c'est tout le monde ne va pas sur des produits poudres, tout le monde ne va pas sur des compléments. Donc déjà, c'est une partie de la clientèle qu'on peut toucher qui ne se complémente pas. Et ensuite, tu as l'autre aspect, pourquoi ça marche? Bah, ça marche parce qu'en fait, les principes actifs, on va combiner énormément de principes actifs. On parle d'eau florale de menthe poivre, on parle de romarin, on parle de menthe poivre, je l'ai dit, on parle d'arnica, de golteri, de zinc, de magnésium, de vitamines. Et tout ça, en fait, c'est combiné en un passage. Donc, Ouais. c'est-à-dire que au lieu de te passer d'abord de l'huile, puis encore une autre huile, puis après de l'eau florale, puis après consommer encore du zinc, puis après prendre des gélules de magnésium, puis après, en fait, tu n'as pas beaucoup d'efforts et c'est multiplié parce que les effets sont combinés. Et en fait, c'est là où on t'apporte le cocktail qui est vraiment dosé très précisément. D'ailleurs, il faut se laver tout le corps, on le dit à chaque fois, pas seulement juste l'avant-bras parce que tu as travaillé un bout aujourd'hui, tu vois, comme ça, tu as toute la dose. Mais en fait, c'est ce cocktail qui est très élaboré et le prendre séparément, c'est plus compliqué, c'est plus lourd, c'est moins pratique. Et est-ce que tu as envie de te passer 4 couches de crème successives et de te sécher tu vois ce que je veux dire? Puis après prendre des gélules, puis prendre tout ça. Donc c'est tout ça qui fait que le produit est très pratique, il est très complet, il est très puissant parce qu'il est très très dosé. Et aujourd'hui, comme c'est un produit qui finalement est rincé, on peut mettre aussi des doses plus importantes, même que dans des crèmes, faut le savoir, en termes de charge. Donc voilà, donc aucun souci. Et du coup, on a un produit qui est unique. Ok, très cool, très bonne réponse, on va dire. Justement, on en parlait aussi un peu tout à l'heure en off, parce que là, on a déjà fait un beau tour du gel, mais vous faites pas que ça. On a commencé de parler des compléments. Vous avez un beau développement en un an, parce que de partir d'un gel, moi j'avais noté 15 produits, tu m'as dit 16 tout à l'heure en Oui, off. parce qu'en temps, on fait de la protéine végétale maintenant. Donc de passer de 1 à 16 produits, c'est quoi votre stratégie maintenant et qu'est-ce que vous avez comme gamme de produits actuellement, on va dire, enfin les 15-16 que vous avez pour ceux qui nous écoutent, autre que le gel. Bah, en fait, on a une stratégie d'être une marque globale et pas, on vend pas que du gel douche. Clairement, c'est notre produit phare, mais autour de ça, bah, comme c'est les sports d'endurance qui nous ont aussi le plus vite accueillis et qui ont le plus acheté, hein, tout simplement le gel douche, parce que la récupération, c'est quelque chose qui est très important dans les sports d'endurance. Du coup, autour de ça, on a développé effectivement une gamme de produits spécifiques pour l'endurance, comme des boissons énergétiques, des boissons électrolytes. Voilà, on essaye d'étoffer notre gamme sur aussi différents formats, différents arômes. Voilà, c'est un petit peu Je dirais ça que la la stratégie, c'est de répondre à tous les besoins Ouais. du sportif, qu'ils soient nutritionnels ou de récupération. Parce que comme on l'a dit avant, on parlait d'électrolytes, on parle donc d'hydratation, on parlait de nutrition et on parlait de gel, etc., de récupération. Tout ça, c'est lié. Il y a une question aussi de perdurer pour un athlète, parce que performer, c'est une chose. Mais déjà, je veux dire, si tu veux performer, il faut déjà prendre soin de toi. Il y a un moment donné où, si tu prends des pilotes de F1, ils partent pas avec des voitures qui ont des pneus lisses, quoi. Parce que sinon, au premier virage, ils vont dans le décor et c'est fini, quoi. Et là, à ce moment-là, on a aussi une gamme de magnésium, de zinc, de multivitamines, de choses qui sont en gélules, très classiques, mais qui permettent, alors après très classiques, mais bien ciblées, tu vois, on fait du magnésium bisglycinate, mieux assimilé, enfin, on sélectionne les choses qu'on fait. Mais si ton corps, déjà, il a des manques, comment est-ce que tu veux lui demander d'être performant? Donc déjà, ça, c'est la première strate. Et après, on apporte aussi du carburant pour l'effort, de l'hydratation. Et le but, c'est vraiment de répondre à tous les besoins du sportif. Sachant qu'aujourd'hui, avec le gel douche, par exemple, on a aussi des gens qui sont pas sportifs et qui sont aujourd'hui sur des métiers pénibles et qui, juste à la fin de la journée, eux, tu vas pas leur faire prendre un bain froid, une botte de compression, etc. Quand le gars, il a bossé toute la journée sur le chantier et il veut juste avoir une vraie récup sans effort, quoi. Donc, tu as plein de développements possibles. Tu as le développement possible d'abord dans la niche sportive, celle qu'on va prioriser, mais tu as aussi à terme un développement qui peut être beaucoup plus grand public, parce que du collagène marin, du multivitamine, des choses comme ça qu'on fait déjà, il y a des gens qui en prennent tout le temps parce qu'ils ont des petits bobos chroniques liés à des métiers, liés à l'usure, liés à l'âge, ou juste ont besoin d'une cure de vitamines, ou voilà. Donc on peut aller sur tous les terrains aujourd'hui. Et notre stratégie aujourd'hui, c'est de répondre à la demande en termes de complément de panier, parce que ça stratégiquement c'est aussi un choix. J'ai remarqué quand on t'achète un gel douche, ton panier il augmente pas beaucoup, même si on achète 3-4.
Quand on t'achète un panier à 200 € de compléments alimentaires, tu vas aussi répondre à ça dans un besoin purement d'entreprise. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens, ils sont demandeurs d'avoir une gamme très large et des variétés, comme elle l'a dit, de goût et de saveurs. Et ça va être notre prochain défi, parce que là, on va avoir des boissons de charge pour la course à pied en malto, on va avoir des boissons de récup, parce qu'on fait déjà des protes, on fait déjà de la maltodextrine, donc on va mixer ça très rapidement. On va aussi avoir des pâtes de fruits pour soutenir les sports d'endurance, on va avoir plein de nouvelles choses. Mais ils attendent à avoir une multitude de saveurs, une multitude d'options, une multitude de tout, parce qu'on a tout de suite. Et je dirais que notre principal défi aujourd'hui, c'est de répondre à ça, parce que avoir du stock, c'est un coût, avoir des produits en référence, ça a un coût, et il y a des réalités économiques qui fait que tu peux pas tout lancer tout de suite, et il y a des réalités économiques aussi qui fait que sortir un produit, c'est des minimums de production. Il faut trouver déjà les gens qui peuvent te produire ça, il faut avoir la confiance en eux, il faut sourcer les matières premières, t'as un gros boulot, mais je dirais que notre but, c'est d'abord d'étoffer un peu notre gamme, parce qu'on en a aussi encore besoin, et d'arriver justement sur ces plus de 20 produits, et derrière d'aller vraiment continuer à soutenir le sportif d'endurance. Et on est principalement sur, même si aujourd'hui on a de la créatine pour des sports de force ou des choses comme ça, mais globalement on est beaucoup plus sur la course à pied, sur le trail, sur le triathlon, sur le cyclisme, tous ces sports-là qui peuvent être plutôt dans l'endurance. Et après continuer à travailler des leviers, partager des émotions avec nos clients, ça c'est important, tu vois, partager leur victoire, partager tout ça, et être à leur côté, et être un vrai partenaire finalement de ces émotions-là. Ça c'est les premiers leviers, et voilà. Et parce que justement, ça c'est quelque chose dont on avait parlé rapidement, le fait que vous aviez bifurqué entre guillemets de cible de sportifs, parce qu'à la base, vous vous adressiez aux pratiquants d'arts martiaux, et maintenant c'est principalement un sport d'endurance. Comment est-ce que ce s'est fait, et pourquoi, comment est-ce que, on va dire, les sportifs d'endurance vous ont accueilli aussi bien et autant, j'ai envie de dire, sachant que la marque de base était orientée très art martial, on va dire. En fait, on a aussi cherché à pouvoir faire des événements pour être justement présent physiquement et pouvoir discuter avec les gens, parce que quand tu es une jeune marque, que les gens te connaissent pas, un site froid, clairement, quand tu connais pas la marque, t'achètes pas. Les gens n'achètent pas et n'ont pas confiance. Donc clairement, notre but, c'était aussi de pouvoir aller à la rencontre des gens et des potentiels clients. Et en fait, on a commencé tout simplement je crois qu'on avait demandé tout simplement à pouvoir tenir un stand lors d'une course locale. Oui. Et c'est directement, ils nous ont dit oui, allez, vas-y. Il y a eu un accueil très rapide, ouais, ça c'est. Et en fait, ça s'est fait tout simplement par sympathie, par contact avec la première personne qu'on a eue. On a fait ce premier stand. Lorsqu'on était sur ce premier stand, ils nous ont dit je connais l'organisateur de telle course, qui était aussi une course locale, donc je vous mets en lien avec. Donc ça a été vraiment plus du soutien des organisateurs de courses vraiment locales. On a eu des belles rencontres de personnes. Et c'est comme ça, petit à petit, du coup, les gens, on s'est rendu compte qui couraient, qui étaient sur les courses, étaient hyper intéressés par la récup. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a fait plusieurs stands et qu'on est allé sur le milieu d'endurance. Après, on savait aussi que la niche arts martiaux et sports de combat était une petite niche, parce qu'aujourd'hui, en termes de nombre de pratiquants, déjà, il faut se dire que c'est très éclaté, parce qu'il y a tellement de sports de combat et arts martiaux différents. Donc même s'il y a des millions de pratiquants en France, c'est divisé en beaucoup de sous-cultures qui en fait ne se connaissent pas, et tu vois, je veux dire, c'est le champion de karaté, il est pas forcément connu par le champion de Viet Vadao, qui est pas connu par le champion de boxe thaï. Enfin, c'est des micro-mondes à chaque fois, tu vois. Après, il faut le dire aussi qu'ils ont moins aussi la culture de la complémentation. Et après, c'est des milieux qui se complémentent un peu moins, et surtout, je dirais qu'ils sont moins sensibles à la récup. Ouais, aussi. Parce que, alors nous, on est justement pour la récup du sportif, et on a milité, tu vois, avec le gars qui se faisait pas de la récup, mais on les connaît aussi. Je veux dire, il y a un moment donné où on sait que parler à 18 cibles en même temps, qui ont 18 cultures différentes dans 18 sports de combat, c'est difficile, alors qu'il y a une seule niche sport d'endurance qui est très communicante. Le gars qui fait souvent de la course à pied, il va toucher au trail, il va toucher au triathlon, du coup il touche au vélo, et du coup c'est très communicant, ce qui est un peu moins le cas quand même dans les sports de combat. T'as des gens qui bourlinguent un peu comme nous, mais c'est pas toujours le cas, très peu même. Et en fait, on savait que cette niche-là était plus sensible à la récup. On l'a tout de suite vu avec les sports d'endurance, parce que le gars en gros qui s'est tapé, alors l'ultra trail c'est le pire, qui s'est tapé 100 km ou 150 km sur des dénivelés comme ça, bon, je peux te dire que le gars, la récup, c'est un sujet pour lui, il ne passe pas au-dessus de la jambe, quoi. Donc c'est sûr que quand tu es dans un milieu où tu sais que les gars
presque, alors c'est caricatural, hein, ils sont pas tous comme ça, mais enfin on les connaît un petit peu, presque avoir mal, c'est être un bonhomme, parce que tu vois, t'es un combattant, tu vois. Donc eux, ils sont moins penchés récup que le gars qui se dit, ok, moi la récup, j'en suis obligé, j'en suis convaincu, je fais tout pour ma récup. Et là, l'aspiration, elle a été là, comme l'a dit Fanny, quoi. Les gens nous ont à un moment donné demandé. Et je veux dire, si t'es un bon entrepreneur, plutôt que de lutter contre vents et marées, si t'as une belle, un beau chemin où tout le monde t'accueille, bah, Je suis pas là, on te dit oui. Hein. voilà, tu vois, donc ça s'est fait aussi un peu comme ça. Et c'est vrai que bah, on adapte encore notre gamme pour compléter les sports d'endurance plus et les accompagner au mieux. Et on s'est entouré d'ailleurs, une de nos deux personnes qui s'occupent de la nutrition est vraiment spécialiste du trail et des très longues distances d'endurance. Et si on a choisi ça, c'est pas pour rien, c'est justement parce que on avait ce public-là en face et qu'il nous fallait des gens très pointus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec des gens qui font de l'assemblage, qui te louent des labos et qui te permettent de faire ta production, ils ont bien sûr hein, leur diététicien, leur nutritionniste, mais nous, on a choisi d'avoir deux personnes piliers à nous, en qui on peut avoir confiance et en qui on peut avoir un autre avis et aller aussi vers ça. Et je dirais qu'on compose aussi en fonction de retour des gens. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on sort un produit, on fait un peu tester, on a des bêta-testeurs, on teste le marché, on sait ce qu'ils veulent, tu vois, au niveau des goûts, au niveau des saveurs, au niveau des choses qui sont parfois juste du détail. Et ça, c'est ce qui fait aussi notre différence par rapport à d'autres marques, c'est qu'ils ont une modèle de production. Nous, on va aller le confronter au marché et voir ce qui prend, ce qui prend pas, et ce que les gens veulent, et aller vraiment pour eux, ce qui fait que tu as déjà des ambassadeurs qui disent, ah bah moi, cette marque, je l'ai essayé, je l'ai validée, c'est génial parce que si, parce que ça, et voilà. Donc on a un peu ces démarches-là. C'est intéressant de voir ça comme ça, et ça fait aussi un peu écho avec... j'ai fait un épisode avec Hugo, le fondateur de Flytext. Je sais pas si ça vous parle aussi. Ouais, bien sûr. Bon, du coup, lui, c'est un prisme un peu différent. Comment? On se connaît pas directement, mais Ok. on voit qui c'est, et Flytext, Mais ouais, du coup, on en a discuté, c'est marrant parce que c'est un processus un peu différent où de base, c'était pour la santé articulaire du sportif, et il s'est focalisé sur un peu des ambassadeurs dans les sports de combat avec le MMA, parce que lui, c'est quelque chose qui suit, bon, même si après il est reparti dans la course, mais c'est intéressant de voir ça comme ça parce que ça montre que le schéma, même si il est toujours différent en fonction des personnes, il y a quand même des, on va dire, des milestones ou des étapes qui sont importantes à débloquer, c'est-à-dire suivant des produits, c'est important d'avoir un beau site pour donner confiance aux gens, mais c'est aussi important d'aller les voir pour montrer qu'on existe, et après d'avoir des ambassadeurs autres que des ambassadeurs, on va dire, je dis acheter, mais pas d'un point de vue négatif, mais T'as raison de le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'influence ne fonctionne plus comme avant. Aujourd'hui, les gens, si tu veux, nous, on mise très peu sur l'influence. Hein. On a eu quelques contacts et souvent, enfin souvent, là, les gens qui nous réclament, enfin qui nous mettent un peu en avant aujourd'hui, sont des micro-influenceurs. Faut savoir qu'on ne les paye pas, donc ils choisissent de mettre en avant la marque d'eux-mêmes. Mais clairement, aujourd'hui, moi, si tu veux monter une boîte demain, je ne te recommande pas de miser tout sur l'influence, parce que les gens sont peut-être aussi un petit peu usés du côté tiens, aujourd'hui, j'essaie de te vendre un nouveau produit. Et je caricature, hein, ils sont très loin d'être tous comme ça, et voilà. Mais faut faire attention, parce que les gens, je pense, qu'ils sont moins influencés qu'il y a quelques années et qui sont moins crédules. Et aujourd'hui, tu as des marques qui ont des moyens énormes pour mettre dans des influenceurs, ce qui fait que les tarifs aussi sont très 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 élevés. On parle vite de milliers d'euros avec des influenceurs, hein. Et pour une petite marque, plusieurs milliers d'euros, c'est un budget. Donc, si demain, tu as envie de monter une boîte, moi, ce que je te conseille, c'est de miser sur ta stratégie, mais pas tout sur l'influence, à moins que tu aies les moyens et que tu aies les reins solides, quoi, hein. Mais sinon, effectivement, trouve d'autres leviers que l'influence, et c'est pas parce que tu vas faire une story réelle que ça va t'apporter grand-chose, hein. Si tu as quelques ventes, c'est miraculeux, quoi. Enfin, c'est pas miraculeux, mais je veux dire, tu peux pas t'attendre à avoir des centaines de ventes derrière, quoi. ouais. Non, c'est intéressant de rappeler ça aussi d'un point de vue plus entrepreneurial pour basculer sur la partie sportive, parce que du coup maintenant avec votre gamme de produits qui est assez large, un sportif il peut complètement passer par vous pour pour un objectif de A à Z, c'est-à-dire la préparation le jour J et ensuite. Vu qu'on s'est rencontrés justement sur un salon plus running, et que c'est aussi le sport que je pratique le plus en ce moment, qu'est-ce que
vous conseillerez, j'ai envie de dire, les 3 étapes si je passe sur votre site internet et que, je sais pas, j'ai un dossard dans 3 mois, on va dire, quelles sont les 3 étapes et les 3 produits qui seraient bien, bon, si on prend déjà en compte le gel pour la récup, mais, mais les 3 produits pour avoir une routine à peu près viable, on va dire, pour avant, pendant et après. Bah, moi, Moi, j'ai mon idée, je te laisse peut-être faire la Bah, tienne et puis comme ça on compare. comme on disait, je pense qu'il faut qu'il y ait une base. De toute façon, il faut que ton corps il soit déjà en forme. Et je pense que là, c'est là où ça intervient les cures. Et ça, il faut le prévoir déjà à l'avance. Parce que c'est des cures de 1 mois, forcément. Quand tu prends des comprimés de magnésium ou d'oméga 3, voilà, faut prévoir à l'avance. Donc je dirais ça, c'est un petit peu la base de la pyramide pour que ton corps il soit sain et en forme pour pouvoir après performer dans ta discipline. Donc ça, c'est la première, c'est faire des cures régulièrement en fait. Donc après, ben ça va dépendre de ton moment. Tu vas avoir des moments où tu vas être plutôt sur une cure. Bon bah là, je vais prendre du magnésium parce que je sens que je suis un peu fatiguée. Je vais vraiment optimiser là la fatigue. Donc je vais partir sur du magnésium. Je veux aussi, il faut savoir qu'on est tous carencés en oméga 3 clairement. Donc des cures d'oméga 3, c'est jamais illogique d'en faire. Donc voilà. Donc je dirais déjà une base sur ta vie quotidienne pour que ton corps il soit bien sain. Et puis après, ben en fait, t'as avant, pendant et après. Clairement, faut que tu optimises tous les moments. Et après, ben pendant, c'est choisir, ben déjà en fonction de ce que tu vas faire. Si on est sur les sports d'endurance, ben bien sûr, ça va dépendre. Si t'as vraiment une course qui va être très longue, ben tu vas optimiser pour avoir une boisson énergétique qui soit adaptée pour les longues distances, parce qu'il faut vraiment que tu puisses avoir le carburant nécessaire pour ton corps, parce que si tu lui apportes pas d'essence comme une voiture, à un moment donné, la voiture elle avance plus. Donc c'est le pendant, c'est pouvoir optimiser au maximum ta nutrition pendant l'effort. Et après, ben, t'as la récup. En fait, faut vraiment pas négliger les 3 étapes. Si après tu récupères pas correctement, ben tu vas pas pouvoir réenchaîner sur d'autres efforts parce que ton corps il aura du mal à récupérer. Et c'est là où va intervenir en fait des blessures, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des blessures de fatigue quand tu sursollicites les ligaments, les tendons. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça va claquer si tu fais pas de récup, quoi. Alors moi je suis assez content de ton discours parce que j'aurais dit Merci. exactement la même chose. J'aurais dit d'abord le premier, on a un pack aujourd'hui qu'on appelle essentiel santé, qui comprend effectivement 3 géluliers avec un multivitamine, comme ça tu fais vraiment le plein de tout, magnésium, etc. pour être sûr que ta base elle est solide. Du collagène effectivement pour renforcer tout ce qui est tendons, ligaments, etc. Et aussi des oméga 3 parce qu'effectivement souvent les gens sont carencés très fortement, en fait la population française est très carencée en oméga 3 et ça apporte vraiment des compléments cœur, etc. Des choses comme ça. Et donc à partir de là, tu as un socle qui est plus stable, tu peux demander à ta machine en fait de pousser parce que ton contrôle technique, on va dire, ta machinerie, elle est déjà là. Et ensuite, il faut aussi savoir, Fanny parlait de cure, mais il faut savoir qu'un sportif, il peut avoir des besoins jusqu'à 3 fois supérieurs à quelqu'un de lambda. Donc si le gars normal se fait une petite cure de temps en temps, celui qui court, il a peut-être des besoins, s'il est assidu, beaucoup plus importants, non seulement en calories, mais aussi en vitamines, en sels, en minéraux, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas exclu toujours de le prendre plus qu'en cure occasionnelle. Et ensuite, ça c'était 3 premiers mois. Ensuite, on a effectivement la partie carburant, comme elle l'a très bien dit, qui va être peut-être les pâtes de fruits ou les sucres, les boissons énergétiques. La boisson énergétique, c'est une base, tu peux pas faire sans si tu veux faire quelque chose de long. Et effectivement, là, teste un peu pendant les périodes avant, comme ça t'adaptes combien tu bois, combien tu prends, combien il te faut de gourdes, tes ravitaux. Ça te permet effectivement de prendre le pendant. Et après, là, effectivement, on parle de récup. Et là, le gel douche, c'est le produit classique. On est aussi sur de la protéine, sur des boissons de récup, tout ce qui peut un petit peu optimiser le fait de revenir en forme, parce que quand tu demandes un gros effort à ton corps, faut aussi un petit peu le réparer. Les protéines, c'est des briques, et ça permet au corps de se réparer. Et donc, effectivement, on a cette phase avant, pendant, après. Donc, je dirais le pack essentiel de gélules, un carburant comme une boisson énergétique, et ensuite un produit de récup, gel douche, ou même voir pourquoi protéines ou boisson prot en plus. Voilà. Ok. Parfait, c'est bien. non mais C'est sur la même longueur d'onde. Parce que c'est là, j'ai dit non, pas du tout, n'importe quoi. Non mais j'aime bien demander parce que bon là du coup vu que vous êtes ensemble sur le même projet, vous avez forcément des
avis similaires, je pense. Ah oui. Mais j'aime bien demander parce On est pas que, tout d'accord. ouais. Mais j'aime bien demander toujours ce genre Voilà, tu de vois. questions à des personnes différentes ou à des sportifs parce que chacun a sa propre recette, entre guillemets, et du coup, ça permet aussi d'avoir des visions différentes pour nous tester parce que, bah, c'est ce que t'as dit et c'est aussi la règle qu'on dit toujours sur un dossard, on fait jamais quelque chose de nouveau le jour de la course, tu vois. Ouais, Complètement. exactement. Donc, en fait, la seule vérité qui fonctionne, c'est l'épreuve du feu, et l'épreuve du feu, il y a que vous qui pouvez la faire, quoi. En fait, en pratique, tu as des vraies vérités absolues sur la Mm. nutrition, ce sont une bonne base, mais après, chacun est différent. Ouais, c'est ça aussi. Tu as Ouais. chaque fois des gens qui ont des petites spécificités de digestion, de stress, de... Enfin Mais oui, voilà. il y a tellement de Et, facteurs qui et peuvent c'est pour ça aussi que... varier d'un individu à l'autre que. Et c'est pour ça qu'on propose des produits différents. Tu vois, là, on parlait de gélulier essentiel, mais à côté de ça, on a aussi une gamme ashwagandha parce que tu as le gars qui va stresser sur son objectif sportif avant, etc., qui a besoin de se détendre. Enfin, on a tous des petites spécificités aussi là-dessus. Et donc, on a des produits un peu différents parce que chacun est différent et chacun a des sensations différentes. Et je dirais qu'il faut aller écouter ces sensations et adapter les vérités à soi. Tout Ouais. simplement. Non, c'est hyper intéressant parce que ça fait écho avec la discussion qu'on a eue avec Clément Méraud, donc l'épisode juste avant vous, qui lui est préparateur mental, et justement on parlait de l'importance qu'a l'efficacité d'un produit ou d'un outil comparé au fait qu'on aime l'utiliser ou non. Et que statistiquement, c'était mieux d'utiliser un produit qui avait 80% d'effets bénéfiques, mais qu'on avait envie d'utiliser, contrairement à un outil qui nous donne 100% de performance, mais qu'on y va à reculons, parce que du coup, on n'aimera pas l'utiliser. Et je pense que c'est la même chose aussi pour les compléments, c'est-à-dire que le même électrolyte goût pomme ou goût framboise, en fonction des personnes, va changer le résultat, quoi. Ah bah oui. Oui, parce que si tu compares deux électrolytes, effectivement, tu n'as jamais les mêmes dosages d'une marque à l'autre, ça joue un petit peu. Bon, voilà, tu as des marques qui sont très légères, tu as des marques qui sont plus importantes, on va dire, en apport. Mais je veux dire, si déjà tu bois ton truc et que tu le bois à dégoût et que finalement tu le bois pas, qu'est-ce que ça t'a apporté, effectivement. Donc oui, je suis d'accord, je rejoins ton confrère, effectivement, qui a fait le podcast. C'est vrai que vaut mieux utiliser quelque chose qui t'apporte un plus avec plaisir que quelque chose qui t'apporterait encore plus, mais que tu feras pas ou que tu tiendras pas, quoi. Ouais. Et pour avant de passer sur une autre thématique, peut-être pour finir sur votre gamme au-delà de votre gamme de produits, vu que vous avez dit c'est important de se différencier quand on rentre dans un marché entrepreneurial, on va dire. Vous vous êtes différencié avec le gel qui a une propriété de récupération accrue comparé à ce qui se fait ailleurs. Justement, un peu le même exercice, parce que on en avait parlé avec Kevin Moncelli, donc qui est un kiné qui fait de l'ultra trail, et on avait parlé beaucoup de récupération, et lui m'avait dit les 3 piliers de la récupération, c'est la nutrition, le bon sommeil et l'alimentation. Complètement. Non. Bah, nutrition, Alimentation. sommeil, hydratation, voilà. Allez, croire, ouais. Mais pour creuser un peu plus là-dedans, au-delà de ces 3 piliers, d'après vous, ce serait quoi peut-être pas forcément les 3 piliers, mais 3 choses qui peuvent être intéressantes à faire quand on a fait un fort effort physique pour récupérer justement au-delà peut-être de se masser avec des huiles essentielles ou le gel, j'ai envie de dire, pour pousser un peu plus loin pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin de la routine quotidienne de la douche, on va dire. Alors il a eu raison de dire que la base c'est le repos, le sommeil, parce que très clairement les gens souvent ne dorment pas assez. T'as des gens qui vont dormir 5-6 heures, c'est clairement pas assez, surtout après des gros efforts. T'as aussi le côté hydratation qui est très importante et voilà, et on parle pas que de bière, on est d'accord. Et, et après effectivement t'as le côté tout simplement nutrition. Et je dirais que faut rentrer, moi ce que je dirais en plus, c'est qu'il faut rentrer quand même un minimum dans ces piliers-là, parce que justement s'hydrater, c'est pas boire de la bière, c'est pas forcément boire que de l'eau, et là les électrolytes peuvent apporter un vrai plus. Et après effectivement dans le côté sommeil, on peut toucher sur des compléments alimentaires comme du magnésium, des choses comme ça qui vont favoriser un meilleur sommeil ou de l'ashwagandha ou des choses comme ça. Et après, on va aussi rentrer dans le côté nutrition, où là, très clairement, je trouve aujourd'hui, nous, ce que moi je déplore un petit peu, c'est que parfois le côté protéine est pas encore très présent dans le côté sport d'endurance, un peu dans les boissons de récup, le sucre en carburant, ça, il n'y a pas de problème, tous les pratiquants de course, ils veulent des glucides, voilà, ça, c'est pas un problème. Mais ils oublient que le corps a aussi besoin de protéines, et donc j'irai un tout petit peu plus loin en rappelant que la protéine, c'est aussi pour le coureur, c'est pas que pour le gars qui veut faire des muscles et du bodybuilding, donc j'irai un tout petit peu plus sur
dans les différentes parties sans vouloir en rajouter plus. Et le gel douche, c'est un côté pratique si tu veux rajouter une routine, tu vois. Mais clairement, aujourd'hui, j'irai plus dans chacun des piliers et je rappellerai juste que nutrition, faut faire attention à la compo. Il n'y a pas que le sucre, il y a aussi des protéines à prendre. Magnésium, tout ça, ça peut favoriser votre sommeil. Les boissons, l'hydratation, électrolytes, tous ces petits trucs-là, ça va un petit peu plus loin. Et je suis désolé, mais on peut pas bidouiller des choses maison parfois. Quand on voit des gens qui font des boissons courses eux-mêmes, non, c'est pas parce que tu mets de la grenadine dans ta boisson course, ça va te faire un pic et après voilà, tu vas avoir une chute. Le citron, tu vas avoir peut-être des problèmes d'acide citrique ou des choses comme ça et c'est pas pareil en quantité. Tu vas pas mettre du sel de table, c'est pas du chlorure de sodium. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui font des différences. Et parfois, t'as tes 3 piliers, mais il faut arrêter de les bidouiller, il faut faire les choses bien à l'intérieur. C'est ça que je voulais juste dire. Ok, parfait. Merci beaucoup pour la précision. Et pour finir un peu sur cette partie, finir, on va encore en parler de l'aspect entrepreneurial, mais sur la vision, quelle est pas forcément la stratégie, mais tu nous as parlé tout à l'heure que là vous étiez à 15-16 produits, l'objectif c'est d'atteindre les 20-25. C'est quoi justement Black Belt, la vision, on va dire moyen-long terme, 3-5 ans, quel est l'objectif, le cap, la prochaine ceinture noire, on va dire? La deuxième Dan, quoi. Vas-y. Non, alors du coup effectivement je pense que la première objectif, alors on a un objectif qui est sur plusieurs volets parce que si tu veux tes objectifs il y en a différents, hein, je veux dire tu peux avoir différentes thématiques. Déjà aujourd'hui on a un fort levier de croissance très local sur l'Alsace comme on l'a dit, donc on veut devenir déjà leader sur la partie alsacienne de la nutrition, ce serait déjà pas mal. Et après effectivement par rapport à ça la première étape c'est d'augmenter le volume de vente sur la partie e-commerce et en troisième étape, dans 3 à 5 ans, être plutôt en boutique. Aujourd'hui, on est déjà présent dans une trentaine de boutiques. D'ailleurs, on a même une boutique en Suisse. Enfin voilà, on exporte un peu aussi en Allemagne et en Belgique ou voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, le turnover produit se fait essentiellement sur le vendeur qui aime bien ce qu'on fait et qui va parler de nous. Et on a encore un petit peu, je dirais, quand même de notoriété sur le gel douche où les gens viennent et achètent le gel douche, mais pas encore assez. On a des concurrents qui sont très gros et qui sont très présents en magasin et les gens vont toujours vers les marques qu'ils connaissent. C'est comme ça, hein. Je veux dire, on peut prendre n'importe quel marché. Je veux dire, tu vas vers la marque que tu connais. Et donc, je dirais qu'on va avoir un travail de notoriété avant d'être un petit peu plus encore en boutique. Et dans 3 à 5 ans, effectivement, le marché sera pour nous aux boutiques. Mais pour l'instant, on a fait une trentaine de points de vente. On ne précipite plus les boutiques parce qu'il faut aussi savoir qu'on leur sacrifie de la marge, hein, faut être honnête. Et donc, effectivement, on privilégie la vente en direct pour l'instant. Et donc, nos leviers de croissance, c'est à court terme déjà renforcer notre position locale, puis renforcer la position sur Internet, augmenter la notoriété de la marque, et dans 3 à 5 ans, être présent partout dans tout ce qui est physique. Ok. Voilà. Très, très beau plan. Mais ouais, non, mais c'est important. Voilà. C'est intéressant de voir ça aussi parce que c'est vrai que surtout en France, le marché du complément alimentaire, il est difficile et en même temps, c'est pas quelque chose que les gens, même si ça change, mais les gens ont toujours un peu de mal, ceux qui font pas de sport, parce que c'est des produits dopants, des choses comme ça. Ouais. Non, mais ça, c'est une idée hyper reçu de c'est pas naturel, c'est chimique. On rappelle que de la protéine, par exemple, c'est du lait déshydraté et que vous en donnez à tous les nourrissons dans des produits de lait en poudre. C'est le même produit. Donc voilà, il faut dédiaboliser les choses. Bien que ça a quand même évolué, mais il y a beaucoup d'éducation encore à faire sur les compléments alimentaires. Encore là, l'autre jour, on a eu un petit commentaire sur une boisson énergétique. Donc globalement, c'est du sucre. Il y a des gens qui te disent « Ah, mais c'est chimique ». Non, en fait, c'est du sucre, tu vois, c'est de la maltodextrine, ça vient de maïs, enfin, voilà, je veux dire, du maïs, j'en mange, enfin, voilà, c'est pas quelque chose de dingue, quoi. Et pareil, tu vois, tu prends des pastilles de vitamine C, globalement, il te faut peut-être, pour 1000 mg, une vingtaine d'oranges, tu prends une pastille, c'est juste concentré, mais enfin, ça n'a rien d'incroyable, quoi. C'est naturel. Compléments alimentaires, c'est des choses que tu trouves effectivement dans ton alimentation. Le seul truc, c'est que tu as soit une carence, soit un besoin qui est plus accru. Et à un moment donné, comme on l'a dit, tu vas pas manger 20 oranges par jour pour arriver à 100 mg de vitamine C. Ça porte bien son nom. Voilà. C'est un complément. C'est pas remplacer l'alimentation, c'est complémenter son alimentation. Où notre alimentation actuelle est quand même très compliquée. Et les gens se posent pas de questions quand ils vont au supermarché et qu'ils achètent.
voilà, ou qu'ils achètent voilà, des paquets de gâteaux, ils savent même pas ce qu'il y a dedans, et ça, par contre, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il y a un vrai Surtout problème. quand il y a un joli Nutri-Score A sur des frites surgelées, il faudra que tu m'expliques ça. Mais voilà, c'est des choses comme ça, c'est des hérésies. Et aujourd'hui, il y a des gens qui savent vraiment ce que c'est que le complément alimentaire et qui du coup s'en sert et il n'y a pas de souci. Faut pas... Mais il y a encore tellement de vieilles croyances. C'est terrible. Non, c'est ça. Rien qu'avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu aussi ce retour-là de... en fait, les sportifs d'endurance, ils n'ont pas besoin de protéines. Enfin, les trailers et les runners n'ont pas besoin de protéines, alors que c'est l'un des carburants, mais ouais. En fait, la prot, tu vas tout simplement... La prot, c'est une brique. Et en fait, il y a un moment donné où si ton corps, il n'a pas assez de briques pour renouveler ses cellules, et de tout, c'est pas que du muscle, c'est-à-dire que la protéine, elle va te servir pour des cellules de foie, des yeux, de n'importe quoi. D'ailleurs, on parle beaucoup de collagène, mais le collagène est une protéine en soi, et qui sert effectivement au renouvellement des tissus souples et voilà, au renforcement. Mais en fait, si tu ne donnes pas ces briques à ton corps, comment il fait pour construire? C'est-à-dire que toi, tu vas faire un effort qui est hyper catabolique, c'est-à-dire qu'il va détruire du muscle, et l'endurance, tu vas longtemps solliciter tes muscles et tu vas casser des fibres, parce que la musculation d'ailleurs repose sur ce principe, c'est-à-dire que la musculation repose sur le fait de, avec des charges lourdes, casser des fibres musculaires, et en ingurgitant plus de briques, reconstruire les fibres cassées plus solides et plus grosses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais de la course à pied, tu vas casser des fibres musculaires, même si tu n'as pas de charge, mais le fait de répéter des mouvements, tu vas quand même casser des fibres musculaires. Ton corps va avoir besoin de réparer, et s'il répare tes muscles, c'est au détriment peut-être du foie ou des choses comme ça, parce qu'il n'a pas assez de briques pour ça. Ou alors, à la rigueur, il ne répare pas le muscle, et du coup, à un moment donné, tu as une fonte musculaire, et tu vas avoir une casse quelque part, ou des problèmes posturaux, des choses comme ça. Donc, tu as besoin de protéines. Et la protéine, c'est pas quelque chose d'incroyable. T'en trouves dans beaucoup de choses. C'est juste qu'à un moment donné, est-ce que tu arrives à ingurgiter suffisamment de protéines quand tu dois manger? Enfin, là, on voit sur les cyclistes du Tour de France. Enfin, ils mangent des quantités astronomiques de choses en sucre, en glucides, en protéines. Et c'est des 3 macronutriments qui sont hyper importants. Donc, autant, tu vois, tu vas tomber dans un domaine muscu où les gars sont focalisés protéines et le sucre et les graisses. Alors j'exagère un peu, mais c'est presque le diable, parce qu'il faut aussi des bonnes graisses, etc. Mais je caricature vraiment et je tape dans les grandes lignes, donc me jetez pas la pierre. Mais je veux dire, à l'inverse, tu tombes dans la nutrition d'endurance, sucre, 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 et les protéines, tu vois, donc c'est 2 mondes presque qui s'opposent, alors qu'il n'y a pas lieu, parce que les 2 ont besoin de protéines, les 2 ont besoin de sucre, les 2 ont besoin de graisse, et il faut de la graisse, il faut des bonnes graisses, les oméga 3, on en parlait, des choses comme ça. C'est juste qu'il faut sélectionner. Quand tu as des graisses trans, c'est pas bon pour le corps, donc quand tu vas dans les fast-foods, c'est pas génial. Quand tu prends des oméga 3 qui sont issus de pêche sauvage et tout, et durables comme nous, en label EPAX et tout ça, tu as des bonnes graisses pour faire fonctionner ton système nerveux, pour faire fonctionner ton cerveau, et Dieu sait que ton système nerveux, t'en as besoin dans l'effort. Donc c'est tout ça qui est important, et donc il faut dédramatiser le sucre, il faut dédramatiser le gras, et il faut dédramatiser la protéine. Tu as besoin des 3, et il faut juste le faire intelligemment. Ouais, non, je pense que c'est bien d'en parler, de faire un petit encart là-dessus, parce que je sais que c'est... Moi, ma manière de réagir à chaque fois qu'on me dit ça, je dis ça s'appelle comment? Et la personne me dit complément alimentaire. Je dis c'est dans le nom, donc pas aller plus loin. Mais je pense que des fois il y a des combats, c'est bien de vouloir les mener. Il y a des combats, des fois je préfère abandonner. Mais oui, parfois, pour ceux qui nous écoutent, qui sont encore là, je peux aussi vous recommander un ancien épisode, parce que tu en as parlé, que j'ai fait avec Océane May, qui est une coureur cycliste professionnel. Et justement, on a fait un épisode, on a parlé pas mal en détail, en profondeur de nutrition, parce qu'elle a eu des TCA, tout ça. Et justement, c'est le sujet qui était intéressant, dont on a parlé, où forcément, quand t'es dans un sport à rapport poids-puissance, t'es vite tenté, où on te pousse vite vers mais plus t'es léger et plus tu vas vite. Alors que, en fait, des fois, plus tu prends de poids et plus t'es puissant, et donc plus tu vas vite aussi. Donc, l'apport, la réflexion est intéressante, et pour ceux qui nous écoutent, qui veulent en apprendre un peu plus sur les TCA, la nutrition sportive, c'est peut-être un complément intéressant avec cet épisode. Pour peut-être faire une transition avant de passer sur les questions de fin du podcast habituel, on va dire. Il y a une question que j'aime bien poser en général chez les entrepreneurs que je côtoie, parce que je me rends compte qu'ils ont tous toujours un socle commun, qui est de pratiquer une activité physique à un certain niveau, au niveau ou à un niveau, on va dire, plus classique.
Mais vous, vu que vous avez eu un très bon niveau et en plus un très long parcours là-dedans, On s'est débrouillé un peu. Ouais. qu'est- qu'est-ce que, même si on en a parlé un peu en introduction, mais qu'est-ce que le sport à ce niveau, on va dire, avec cette rigueur, en quoi ça vous aide aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et en quoi ça vous a donné des clés que peut-être d'autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas eu ce parcours sportif? Vas-y, je te laisse répondre. Bah, je sais pas, je vais me répéter un petit peu, je pense. Oui, bah après, c'est notre parcours, donc ça se rejoint. Vas-y. Ouais, ouais, ben pour moi, ce qui m'a, ouais, je sais pas trop. Ouais. Après, moi, ça m'a aidé. En fait, le sport, ça t'aide effectivement, en tout cas pour ma part, à persévérer et ouais, et à me dépasser en fait justement, et aussi à avoir confiance en soi. Je pense que Moi, ça je c'est pense qu'il y a une part de confiance en soi qui est très ouais. grande. Parce qu'il y a un moment donné où peu importe ton sport, quand tu as réussi à, même, tu vois, le principe même de finisher en course, je veux dire, tu Mm. finis des courses, tu dis, tiens, en fait, je suis capable de quelque chose. Et il y a un palier entre confiance en soi et prétention, hein, parce que Ouais, non, c'est personne, pas enfin, du moi, tout. on n'est pas les meilleurs du monde, voilà, il y a Non, toujours c'est meilleur que vraiment soi. personnel. C'est vraiment ça, la confiance que tu mets en toi en Mais fait, tu c'est vois. pas pour autant que tu dois douter de Mm. toi. Et tu es souvent capable de plus que tu ne le crois. Et du coup, par rapport à ça, Ça ben, peut se rejoindre effectivement sur bah, créer des choses, ouais, créer une entreprise et je pense que c'est important d'avoir ça effectivement et d'avoir ouais. pu développer ça au départ pour te lancer aussi, tu vois. Après, il y a une part d'inconscience hein, chez tous les entrepreneurs, tu Ouais, vois. ouais. Parce que moi, personnellement, je suis un peu présent dans des cercles d'entrepreneurs, de réseaux d'entrepreneurs, etc. comme ça. Et c'est vrai que des fois, je rigole et je leur dis, c'est le seul endroit où on vient partager la même pathologie. On a tous la même La même pathologie, tu vois. On est dingue un peu d'entreprendre quand tu es dans un monde où 95% des gens sont salariés ou fonctionnaires ou retraités des deux. Et en gros, bah, t'as un confort, tu vois. T'as un confort, c'est fini, tu lâches ton stylo, tu lâches ton outil et tu te casses. Et là, Après, en je pense fait, que ça t'aide à justement à passer le cap, tu vois, ouais. à tenter. Après, Et bah donc, il y a voilà, une tu part tentes et d'inconscience. ouais, t'as une part Il y a une d'inconscience. part d'inconscience, mais il y a aussi une part de allez, on est capable de le faire, tu vois. Mm. Parce que je veux dire, alors je prends un exemple qui a rien à voir, mais je veux dire, les gens qui font une ascension de que ce soit le mont, enfin que ce soit l'Himalaya ou que ce soit le Mont Blanc, hein, je veux dire, peu importe, des grosses ascensions, je veux dire, il y a une part d'inconscience. Je veux dire, tu peux mourir sur le truc, tu vois, faut être un peu inconscient. Mais pour autant, tu te dis, je peux le faire. Tu vois, et je pense que si ta tête déjà elle doute, enfin nous c'est ce qu'on a toujours dit en sport de combat et je pense que ton préparateur mental sera d'accord avec nous, si tu montes sur un ring ou sur une aire de combat et que dans ta tête t'as peur ou que t'as déjà perdu, bah t'es mort, t'es Mm. déjà perdu, c'est sûr. C'est sûr. Si t'es pas sûr de toi, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Ouais. Donc il faut quand même avoir ce côté sûr de soi et ça le sport te l'apporte. Mm. Ça le sport te l'apporte parce que tu peux capitaliser. Après, Et ça se travaille, tu l'as pas tout de suite au début, tu vois, non. c'est à force en fait de Ouais. pratiquer que tu l'acquiers et que tu as de plus en plus confiance en toi. Et c'est justement par tes victoires que bah, tu dis, bah là, je suis capable, j'avais peur, mais j'ai passé le cap, Finalement, je l'ai ainsi de fait. suite. Et Voilà, après, ouais, tu as c'est aussi ça. le apprendre à perdre et gérer ça. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas que des réussites hein, dans la vie. Enfin, moi, le gars qui me dit qu'il a tout réussi, je rigole tout de suite, tu vois. Et généralement, c'est le même qui te dit qu'il a lancé une entreprise avec 1 euro et tout. Mais du coup, effectivement, tu vois, non, tu te plantes, tu te trompes, et c'est pas grave, il faut faire du testing. Et ce qui marche, tu le prends, tu l'amplifies. Ce qui ne marche pas, tant pis, tu le jettes, c'est pas grave. Des mecs, enfin. Ta faculté de réussir, elle est plus dans le fait de te relever que dans le fait de ne jamais tomber. Et ça aussi, c'est l'esprit d'une ceinture noire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, bah, je suis tombé, c'est pas grave, et alors, tu vois. En France, on a vraiment la peur des fois de l'échec. Ouais, C'est vraiment une culture de, faut réussir, faut toujours tout réussir, et l'échec, c'est pas bien, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux apprendre plus d'un échec que tu peux Ouais. apprendre d'une réussite. Parce que si c'est facile et que tu as réussi tout de suite, qu'est-ce que tu as appris finalement? Que si tu te rates, ben, au moins tu sais, enfin, si tu es capable d'analyser pourquoi tu te rates, parce que parfois, malgré les meilleures intentions du monde, ben, ça ne fonctionne pas, et malgré les bonnes idées, enfin, des cimetières d'entreprise avec des bonnes idées, il y en a plein, mais je veux dire, il faut te positionner toujours, te remettre en question, ça aussi, c'est une ouais. vraie force des sports, se remettre en question, se perfectionner, et pas se dire, bon, bah là, ça va, je suis bien, je passe au fil, tu vois. Et là, tu tombes sur l'exigence d'une ceinture noire. Enfin, moi, pour moi, un mec qui va à une ceinture noire et qui me dit ah, je suis passé avec la moyenne de 10, j'ai tout de suite envie de le frapper, je l'avoue. Mais non, je veux dire, tu vises, t'es là pour montrer que t'es capable d'aller chercher le 20. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux pas être parfait, mais
c'est ton objectif. Et si tu as un objectif de passer au fil, c'est nul, reste chez toi, quoi. Donc, il faut cette exigence, il faut cette résilience, il faut tout ça. C'est les mêmes valeurs qu'on prône depuis le début que le sport nous a apporté, quoi. Non, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et c'est un peu la conviction que j'ai. Et il me semble que je te l'ai même dit quand on s'était appelé ou quand on s'était vu sur le stand, où la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast aussi, mais ma conviction, c'est qu'on n'apprend pas à réussir, on apprend juste à échouer suffisamment, tu vois. Et c'est un peu ce que vous venez de résumer avec le passage de ces ceintures. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Tu m'as fait aussi une très belle transition en parlant du Mont Blanc, justement, parce qu'on passe sur les questions de fin. Et comme à chaque fois, la question de fin, c'est l'invité précédent qui vous l'écrit. Et cette fois, l'invité, c'était Yoann Kulianez. Donc, c'est un ancien joueur de foot professionnel qui est devenu tétraplégique en 2014, qui a été l'un des... Alors, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois le premier tétraplégique d'Europe à finir un Aerox, et qui vise pour 2026 à devenir le premier tétraplégique à gravir le sommet de l'Europe, donc le Mont Blanc. Et donc il vous a écrit, donc vous pourrez répondre les deux à la question parce que la question était orientée vers une seule personne de base. Mais il vous a écrit, si tu avais une baguette magique et que tu pourrais changer un moment de ta vie, lequel serait-il? Waouh, grosse question, ça. Hein. Grosse question, hein. Est-ce qu'on a le droit de garder ce moment pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Parce que ça peut être un joker sympa plus tard, tu vois ce que je veux dire? C'est possible? Non, c'est pas possible. On garde le joker, ça marche? Non, qu'est-ce que je changerais? C'est compliqué parce que d'un côté, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu. Donc si tu changes quelque chose, est-ce que tu es la même personne que ce que tu as vécu? Tu vois? Donc, je serais presque tenté de dire que rien, ce serait l'idéal, parce que même si tu as toujours eu des galères, même si tu as toujours eu des trucs, c'est des choses qui t'ont forgé. Tu vois, moi, je veux dire, bon, j'ai pas... Après, si tu peux changer les galères et les mettre tout en réussite... C'est-à-dire que si je pouvais changer le fait que la semaine dernière, j'ai pas eu un seul numéro du loto pour le fait que je les ai tous, voilà. oui, Moi, là, oui, ok. Mais non, un moment précis de ma vie que je pourrais changer, je pense que à part... c'est très personnel, ça peut être des déceptions de personnes ou des choses comme ça, tu vois. Mais je dirais que l'ensemble, ça m'a beaucoup forgé dans ce que je suis, dans ce que je veux, mais aussi dans ce que je veux plus. Et ça, c'est important parce qu'on sait souvent ce qu'on veut, mais on sait pas toujours ce qu'on veut plus. Et je pense que chaque galère m'a mené à être comme je suis et j'ai pas envie de changer ça. Maintenant, ce que j'aimerais pour le futur, la baguette, si elle peut changer, c'est qu'effectivement, ça s'accélère, ça se multiplie, que voilà, tout le monde utilise la marque Black Belt et puis on avance, quoi. C'est pour ça que je me tournerai plus vers le futur. Et là, tu rejoins l'idée d'entreprendre parce que l'entrepreneur, il regarde pas tellement en arrière, même s'il s'inspire de ce qu'il a vécu, mais il regarde surtout vers l'avant et vers là où il va, tu vois. Ouais. Mais par contre, ce que je veux bien changer pour lui, si je peux encore, c'est de changer qu'on médiatise plus les sports paralympiques et tout ce qui est handicapé, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai gap et on a un athlète qui est un de nos ambassadeurs, qui est justement dans l'handisport, parce que lui, il a eu 2 médailles au dernier JO dans le paracyclisme, et clairement, c'est un super athlète, un super gars aussi personnellement, et du coup, on trouve ça dommage que on met plus en avant parfois des athlètes valides que aussi des athlètes paralympiques, parce que ces gars-là, ils ont aussi eu un parcours difficile, et l'épreuve, quand c'est un accident ou quoi de vie qui a fait ça, c'est quelque chose qui aussi mérite le respect, et il faut le dire. Et puis voilà, et puis ça, c'est pour nous quelque chose qui est important, parce que du coup, on a bien matché aussi avec. Je confirme ce que tu dis, et j'ai fait 2 épisodes avec des personnes en situation de handicap, donc dont Yoann, justement. Alors il est ancien athlète, il est plus aujourd'hui, mais il a une association et il œuvre à ça. Et avec Christian Lacointe aussi, qui est un déficient visuel. Et ouais, c'est un peu ce qui revient à chaque fois, c'est que en fait, c'est même pas des personnes qui demandent de l'attention dans le sens à être sous la lumière des projecteurs, c'est juste des personnes qui demandent à être considérées de la même manière qu'une personne normale, parce qu'en fait, il y a rien qui change. Enfin, j'allais dire, ils ont 2 mains, 2 jambes comme tout le monde, ça dépend, mais je veux dire, au fond, ça reste la même personne, et c'est aussi ce qu'ils disent eux, tu vois, on peut rire de tout du moment que c'est fait avec bienveillance, donc... Ouais.
Mais je dirais que c'est un message même plus large, tu vois, parce que là, on parle de l'handisport, mais on peut parler des différences entre les sports, que tu vois, tu as le foot qui est hyper Ouais. médiatisé, alors que d'autres athlètes n'ont quasiment pas de Ouais, budget, c'est clair. payent eux-mêmes leur voyage pour aller aux compétitions et galèrent à faire les deux bouts, alors que c'est des vrais athlètes aussi. Et je veux dire, tu peux comparer sport féminin, sport masculin, je veux dire, Ouais. tu as des sports dans lesquels les salaires sont mirobolants, et à côté de ça, les filles, elles sont complètement en amateur T'as et tout des ça. différences trop importantes, en Voilà. fait, entre... Donc effectivement, si tu peux faire un coup de baguette magique, c'est qu'à un moment donné, tu es une justesse pour tout le monde, peu importe d'où il vient, qui il est, comment il est, etc. Et pas forcément pour quelques personnes qui ont des budgets no limites et qui sont déraisonnables, hein, parce que parfois, je pense que le pire, c'est quand même le football masculin. Il y a des salaires qui sont phénoménal, tu vois. Alors, je peux comprendre qu'un athlète, il va avoir une carrière pas toute sa vie et qu'il faut un peu condenser. Mais je veux dire, ils peuvent brasser des millions d'euros là où tu as des gens qui vont devoir presque faire job à côté, une cagnotte litchi et bosser à côté pour payer leur billet de train pour aller à Bordeaux faire des championnats, tu vois. Enfin, c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est Ouais. dommage. Non, mais ouais, je confirme ça et d'avoir échangé avec pas mal d'athlètes féminines et d'athlètes handisport, à chaque fois je m'intéresse à leur discipline et je me rends compte que ouais, à chaque fois ils me disent intéressez-vous à nos disciplines, c'est d'autant plus intéressant que les valides ou les masculins et c'est souvent le Ouais. cas, donc pousser un peu plus la porte au-delà du foot et du foot masculin, il y a des choses très cool à voir. C'est sûr. Ouais, c'est Pour, clair. pour passer sur les autres questions de fin habituelles, il y en a deux, trois de Crisis. La première, c'est souvent la même, mais si vous deviez choisir trois personnes, et je vous accorde quatre si vous voulez, vu que vous êtes deux, mais trois, quatre personnes pour faire un resto avec qui vous voulez, et vous avez aucune contrainte, mais l'objectif c'est de passer un bon moment, de vous aider à atteindre vos objectifs. De quoi? Elle a dit Brad Pitt. Brad Pitt. Alors, voilà, du coup, je crois que c'était pas l'objet de la question. Non, c'était pas l'objet de la question. Parce que sinon, moi, je vais choisir Wonder Woman. Non, mais pour le coup, moi, ouais, j'ai un peu réfléchi à ça pendant l'épisode. Je dirais que c'est plutôt trois sportifs pour ma part de sport d'endurance. Il y a quelqu'un que j'aime bien qui est Florian Chabal, qui a la chaîne YouTube La Pause Vélo, si ça te parle, qui est plutôt bien. Mathieu Blanchard, je pense, dans la course à pied, tout le monde va connaître. Et en plus, j'avais mis un athlète paralympique aussi qui est local et qui est Jules Ripstein, tu vois, donc qui a Ok. aussi performé sur le marathon de Paris très récemment, puisque du coup c'était les JO, et qui est un athlète aussi qui est paralympique. Et je pense que ces trois athlètes-là pour nous seraient intéressants d'un point de vue, bon, bien sûr égérie, etc. pour la marque, mais aussi en retour d'expérience et de connaissances et de voilà toutes ces choses-là. Et c'est des gars qui m'ont l'air plutôt sympathiques au premier abord. Donc moi Ouais. j'avais noté un petit peu ces trois personnes-là. Voilà, l'invitation est lancée. Si vous avez envie de casser la coupe, les gars, Avec Brad Pitt en quatrième. ravi. Ouais, regardez Wonder Woman du coup. Parce que je suis sûr que si c'était Wonder Woman, il viendrait plus aussi, les gars. Ah. Bah, Après, des fois, je me dis, des invités comme ça se tente. Un petit pack de gel avec une invitation et un petit resto, ça vous dit. Des fois, Mathieu Blanchard, il peut décrocher, tu vois. tu t'insinues que quand il y a de la bouffe, il peut décrocher. Ok, je connais pas. Non, mais ok. J'aime bien poser cette question aussi parce que j'aime bien avoir toujours une recommandation littéraire, au moins pour le podcast, même si vous avez d'autres recos, vous êtes ouvert là-dessus si vous voulez, mais s'il y a un livre que vous recommandez à tout le monde de lire ou que vous pourriez offrir à tout le monde, lequel ce serait Alors moi, j'irais plus sur une gamme de livres. Je pense Ok. qu'avant, on parlait du Mont Blanc et tout ça, et je dirais que on a un explorateur qui est Mike Horn, qui a vraiment été au bout de ce que Ah ouais. pouvait faire l'être humain. Et c'est quelqu'un qui, je pense, apporte beaucoup de recul et de philosophie sur les combats de la vie et sur les moments difficiles et tout ça, et les sacrifices. Et je pense que tant dans le sportif que dans l'entrepreneuriat, c'est des lectures qui sont intéressantes. Je note. Il a écrit pas mal de livres en plus. Je crois qu'il fait des Pas BD mal. aussi maintenant. J'ai pas été, mais ouais, il a écrit pas mal de livres, je crois. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et avant, dernière question pour finir cet épisode, c'est, comme je le dis à chaque fois, un passage de micro. Est-ce qu'il y a une personne que vous me recommandez d'aller interviewer sur le podcast pour approfondir ce que vous avez dit On pensait à quelqu'un, ouais.
On en a parlé juste avant, justement, c'était la personne qui est donc un athlète dans le paralympique, et du coup c'est Johan Cade qui Ok. est un de nos ambassadeurs et qui aime beaucoup nos produits, et que voilà, on a fait aussi une belle vidéo avec lui sur la marque et tout ça, et il a une super histoire, et c'est quelqu'un de vraiment très bien. Mais après, voilà, il y en aurait plein parce que chacun a son parcours, Ouais. tu vois, chacun. Après, sur le côté entrepreneurial, je pensais peut-être à Myriam aussi, qui est championne de France MMA et Ouais. qui a lancé sa marque de vêtements de sport de combat pour femmes, Pour qui soit femmes, hein. vraiment taillé pour. Enfin voilà, toi, t'as Ok. vraiment fois des projets qui sont des vraies vies complètes, tu vois, et derrière, il y a des vraies aventures humaines et des histoires humaines. Bah là, tu parlais effectivement de John, mais lui, c'était malheureusement un accident qui l'a amené à ça, et il a dû vraiment reconstruire des choses, et il y allait à fond, et bravo pour le combat. Et voilà, donc, ouais, des gens que tu peux interviewer, je pense que tu en auras encore beaucoup plein sur ce podcast, et tu vas pouvoir faire beaucoup d'épisodes, et tu auras des choses à apprendre de chacun, Mm. même si parfois il y a des choses, tu vois, qui se recoupent avec d'autres, hein, Ouais. c'est pareil, mais tu auras des choses qui seront très personnelles et des histoires, et je pense que l'humain, il est au cœur de tout, donc voilà, donc c'est le message. Merci pour les recommandations. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Là, je suis à un peu plus de 30 épisodes qui ont été tournés et qui sont en ligne. Je commence à en communiquer un peu dessus sur la globalité. Et ouais, il commence à avoir des points. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des sportifs de tout niveau, de toute catégorie et de tout sport différent, des entrepreneurs pareils de toute échelle et de tout domaine. Mais il y a quand même des points qui sont récurrents et qui reviennent souvent par rapport au parcours, par rapport aux histoires et par rapport aux humains, mais où il y a toujours un petit twist, on va dire, différent, personnel, et c'est ça que je trouve intéressant aussi, parce que du coup, ça permet de voir, on va dire, des étapes qui sont intéressantes à tester ou des outils, mais que l'idée, c'est quand même aussi de se les approprier pour voir ce qui fonctionne pour soi, quoi. Donc merci beaucoup. Dernière question avant de clôturer l'épisode, je demande à tout le monde. Venir. De quoi? Je la vois venir, du coup, faut qu'on laisse une question pour le prochain. Non, pas du tout. C'est la question avant de clôturer l'épisode, c'est est-ce que c'est un épisode réussi pour vous? Est-ce que c'est un épisode quoi réussi? Ouais. Ah bah ouais. Franchement, il était mieux que les 30 autres. Non, pour de vrai, oui, non, ça me Très paraît bien, ouais. très bien. Voilà, ouais, je pense qu'on a été plutôt naturel et Oui. qu'on a échangé simplement, et j'espère que les gens auront passé un bon moment. Tu vois, je regarde, ça fait 1h40, j'avais même pas remarqué. Donc j'espère que les gens. C'est que Voilà, ça s'est bien c'est que ça s'est bien passé. C'est quelque chose qui. Voilà. C'est souvent les deux remarques qui me viennent. Au début, quand je cherchais des invités, on me disait oh mais c'est long, je vais raconter quoi? Et j'ai mais vous racontez votre vie, donc vous êtes la meilleure personne pour le faire, c'est naturel. Et toujours à la fin, c'est en mode ah ça fait qu'1h40, j'aurais bien fait 2 heures. mais ok, bah merci beaucoup. Merci aussi du coup à tous ceux qui nous écoutent encore jusque là, et je le répète comme à chaque fois, dans la description vous retrouverez tous les liens pour suivre Romain, Fanny et Black Belt et découvrir les produits et tester les gels, et également les liens pour suivre Crisis. Pensez à vous abonner comme à chaque fois pour suivre les prochains épisodes. Et pour finir l'épisode, c'est plus une question, mais je le laisse aussi à tous les invités, c'est le mot de la fin. Vous avez plus ou moins 60 secondes, on va dire, pour passer un message ou résumer l'information qui pour vous est importante, que les deux gens doivent retenir de cet épisode. Qu'est-ce que ce serait? Alors déjà, elle m'a dit bah vas-y. Donc voilà, je pense qu'elle pote la question en touche. Je te lance la patate chaude. Qu'est-ce que ce serait le résumé de l'épisode? Eh ben déjà, je dirais qu'on a revu les fondamentaux de la nutrition et de la récupération sportive, et je dirais qu'on a aussi beaucoup vu le parcours entrepreneurial, le lien entre le sport et l'entreprise. Et donc je résumerai l'épisode en tout ce que vous avez appris est utile et lié à votre vie de demain, et il faut s'en inspirer et s'inspirer des autres, puisqu'on est là pour ça, pour aller plus haut, aller plus loin, aller plus fort, tout en prenant soin de soi d'abord. Merci beaucoup. C'était bien. C'était parfait. Il y avait une petite vibe Bruce Lee avec un twist Fort Boyard à la fin, mais c'est parfait. Je suis pas encore à l'aise sur le cri. Ah, tu vois, on fait moins des cris un peu longs comme ça. Mais... Merci beaucoup. Merci à toi. Top, merci à toi.